Eh bien, on est reparti pour une après-midi, pour prendre le pas de recul, pour avoir un regard neuf et différent sur notre métier, mais aussi sur des métiers différents. J'ai le plaisir d'accueillir pour cela Stéphane Gauthier qui va nous guider à travers cet après-midi. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Eh bien, je te laisse la main. Super, merci beaucoup Alexandre. Merci à toutes et à tous de m'accueillir ici. Alors, je suis hôtelier. Alors, vous allez me dire quel rapport. Alors, j'ai appris plein de trucs ce matin. Hein. Plein de trucs. J'ai pas tout compris sur vos langages et vos chiffres. Alors d'abord, je tiens à dire quand même, puisque je fais quand même ce métier depuis une dizaine d'années, et je vois pas mal d'entreprises, de plénières, etc. Enfin, c'est là quand même la première fois que je vois un membre du COMEX, un dirigeant sur scène, pendant 1h30 à vous faire avaler des chiffres, comme même moi, je ne savais plus comment faire. Mais ça, vous avez compris. Et surtout, qui se tient face à vous, les agents généraux, pendant 1 heure pour répondre à vos questions. C'est la première fois que je le vois. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas ça pour me faire payer. Je serai payé quoi qu'il arrive. Je dis ça parce que je l'ai jamais vu et que quand je le vois et quand je trouve ça remarquable, je le dis. Donc c'est pas évident d'avoir un exercice comme Alexandre l'a fait ce matin. Il l'a très bien fait. Alors je me méfie aussi parce que c'est comme ça que je suis devenu le conférencier. Donc là, j'ai de la concurrence devant moi. J'ai dirigé un réseau d'hôtels qui s'appelle le réseau Best Western pendant 10 ans, de 2000 à 2011. Je vais revenir dessus. Et j'ai donc géré 300 franchisés. Donc 300 agents généraux de l'hôtellerie, 3 franchisés indépendants. Et je fais l'exercice chaque année, exactement comme Alexandre, où en plénière, je les avais en face de moi et je leur disais pendant 1 heure, voilà où on va, voilà qui on est, voilà pourquoi vous avez bien fait d'être chez nous. Et après, je prenais 1 heure de questions-réponses. Je suis devenu conférencier, donc fais attention Alexandre, ça va devenir quelque chose qui peut rentrer en concurrence. Alors je suis ravi d'être là parce qu'on a plein de points communs. Le premier, et je ne le dis pas tout le temps parce que ça ne peut pas être vrai, c'est que je suis un client d'Alliance. Un vrai client d'Alliance, et mon agent Alliance, depuis 10 ans, est dans cette salle, je pense, j'espère. Donc Nicolas Moreau et François Gruau, de Guéret, ils sont pas là. Et ben voilà, mon effet tombe à l'eau, merci à eux. C'est con parce qu'ils allaient passer une bonne après-midi. Non mais vraiment, une vraie bonne après-midi, parce que, et ça non plus, je le dis pas souvent, je suis un client enchanté. Et on verra pourquoi François et Nicolas m'ont enchanté. Et vous allez me dire, bah oui, c'est normal, chez Alliance, on fait tout ça. Ou vous allez me dire, non, c'est vachement bien, je vais en prendre de la graine. Donc je suis un client d'Alliance parce que moi, je suis comme vous, je suis entrepreneur. J'avais un petit hôtel de 25 chambres à Orléans, d'où je viens ce matin, hier soir, pour être précis. Je ne sais pas si je pourrais y retourner ce soir d'ailleurs, mais on verra bien. Et j'étais un petit entrepreneur avec une TPE de 25 chambres, et donc j'étais comme vous, un petit entrepreneur avec mes 10 collaborateurs, avec mes problèmes d'entrepreneur. Et donc je suis content d'être parmi vous aujourd'hui parce que vous êtes comme moi des entrepreneurs. Et puis vous êtes pour moi, dans un réseau d'assurance, vous êtes pour moi le premier maillon le plus important. Celui qui voit, qui sent, qui comprend et qui font en sorte que les clients viennent et reviennent chez vous. Donc c'est pour moi hyper important de vous parler aujourd'hui et d'essayer de faire passer quelques messages. Alors tout ne sera pas agréable dans cet après-midi pour vous, quand même. Il faut piquer un peu, m'a dit Alexandre. Il dit vas-y, pique-les un peu. Donc tout ne sera pas agréable, mais la plupart des choses que certains font déjà et que ça se passe très bien, et d'autres peut-être que vous aurez chopé des idées. En tout cas, si vous n'avez pas besoin de collaborateurs ou de clients, prenez votre après-midi, allez vous balader à Bordeaux. Ça sera beaucoup plus sympa que rester avec moi pendant 1h30 parce que vous n'allez rien apprendre. Mais si vous avez besoin de fidéliser vos collaborateurs, et je crois que je l'ai entendu, ou alors de fidéliser et d'aller chercher de nouveaux clients, je crois que je l'ai entendu aussi, peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui pourront vous être utiles. Alors j'ai appris ce matin que le CHR, c'était pas mal pour vous. Un peu la vache à lait, le CHR quand même. C'est les hôteliers, les restaurateurs, c'est pas mal. J'ai appris aussi qu'il y avait un fonds d'1,5 million qui se baladait pour au cas où. J'en ai bénéficié, donc je ne vais pas me plaindre. Et puis j'ai appris aussi que j'étais une bûchette. Bon, ça c'est moins... Enfin, je préfère une bûchette qu'une bûche, à la limite. C'est plus pour la ligne, c'est mieux. Donc j'étais une bûchette. Bon, je suis ravi d'être une bûchette chez Alliance. Une petite bûchette. Pourquoi je pense que si vous enchantez pas vos clients ou si vous enchantez pas vos collaborateurs, vous allez disparaître. Pas parce que je vous aime pas parce que j'aime pas le métier d'agent général d'assurance, parce que c'est une réalité de ce que vous faites vous tous les jours en tant que consommateur. J'ai été un gros hôtelier, je vous l'ai dit, pendant 10 ans, puisque j'ai géré ce réseau de 2000 à 2011, et il m'est arrivé des tas de trucs. J'ai subi beaucoup de choses, j'ai été changé, bousculé, j'ai été challengé par mon client, vous, qui m'avait fait comprendre que je ne faisais pas les choses très bien, et qui a donc confié une grosse partie de mon fonds de commerce à des intermédiaires qui m'ont fait très mal.
Le client m'a fait mal. Il m'a fait mal parce qu'il a utilisé le digital, mon métier, comme jamais. Et le digital m'a fait mal, mais le digital, il m'a sauvé aussi, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est en train de vous arriver. On va parler des avis Google. Je vous ai dit que je n'allais pas être toujours agréable. On va parler des avis Google, mais pas que. On va parler de votre réputation. On va parler pourquoi votre réputation est si importante et pourquoi la satisfaction ne suffit plus. Il va falloir enchanter vos clients. Et comment on fait pour enchanter un client ? C'est difficile. Mais par contre, c'est l'objectif qu'on peut se donner pour pouvoir survivre. Quand j'ai commencé mon métier de directeur de chaîne hôtelière, en 2000, il y a un acteur qui est arrivé sur le marché, c'est lui. Vous le connaissez tous, c'est TripAdvisor, qui est né en 2000, 4 ans avant Facebook. Le premier réseau social, c'est pas TripAdvisor, c'est pas Facebook, pardon, c'est TripAdvisor. Et quand j'appelle mes collègues américains, c'est une chaîne nord-américaine, ils ont un siège à Phoenix, en Arizona, et je les appelle, je leur dis, mais c'est quoi ce site où des gens disent des choses sur les hôtels, et je commence à avoir des commentaires négatifs sur mes hôtels. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils me disent, t'inquiète pas, Stéphane, c'est un Mexicain qui échange ses photos de vacances sur Internet, ça va faire pchit. Aujourd'hui, TripAdvisor est le site numéro 1 dans le monde de fréquentation pour l'activité touristique. Il y a 100 millions de personnes tous les mois qui fréquentent ce site pour comprendre les avis positifs ou négatifs des hôtels ou des restaurants. Vous êtes 95% dans cette salle à utiliser TripAdvisor pour choisir votre hôtel pour vos prochaines vacances. 95%. Ça a un tel impact que quand j'étais hôtelier, puisque j'ai vendu mon hôtel il y a 1 an, donc je suis maintenant un TNS qui a de l'argent, donc c'est marrant, ça peut intéresser des gens. Avant, j'étais un TNS qui n'avait pas d'argent, maintenant je suis un TNS qui a de l'argent. Quand j'avais mon hôtel, si j'avais un mauvais avis le matin même, je perdais 20% de la prise de réservation du jour, immédiatement. Si j'avais un bon avis, je gagnais 10% de la prise de réservation du jour instantanément. TripAdvisor fait et défait mon business tout de suite, en claquant des doigts, sans rien me demander. Pourquoi ? Parce que vous êtes 95% à faire confiance à d'illustres inconnus, voire d'illustres abrutis, qui mettent n'importe quoi sur mes hôtels, mais vous ne faites pas confiance à la marque Best Western ni à moi, hôtelier, en train de dire que mon hôtel est vachement bien, que mon marketing est top, et que ma vue est superbe, et que mon prix est vachement adapté pour vos besoins. Non, faites confiance à des inconnus. Et comme vous êtes pervers, en plus de ça, vous allez regarder les bons commentaires, mais surtout les mauvais. Je vois des têtes qui hochent comme ça. Mais comme vous êtes encore plus pervers que ça chez Allianz, vous allez regarder la réponse de l'hôtelier aux mauvais commentaires. Eh oui, je vois les têtes qui hochent aussi. Donc vous êtes vraiment pervers chez Allianz, j'avais raison. Et là, en quelques millièmes de secondes, vous allez décider d'acheter ou pas cet hôtel. C'est extrêmement injuste pour l'hôtelier, mais c'est extrêmement naturel pour vous, et vous ne vous posez plus aucune question. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que je suis, moi, condamné à faire en sorte que mes clients soient enchantés, pour qu'ils le disent sur Internet, pour juste exister et ne pas disparaître dans mon business. Ça fait 20 ans que ça dure. Alors, au début, c'était une menace. On l'a mis sous le tapis. On a dit, mais non, c'est des clients grincheux, c'est des clients de mauvaise foi, on ne va pas leur répondre. On a mis tout ça sous le tapis. Évidemment, le tapis, il est un peu gonflé, et après, c'est devenu indispensable. Donc, on a fait cette menace en opportunité. Je vais vous expliquer comment on a fait. Le deuxième accident industriel dans mon métier, c'est Booking. Alors, Booking, c'est 2 mecs dans un garage à Amsterdam qui font un site Internet pour réserver des hôtels partout dans le monde. Alors, au début, c'est rigolo. Nous, chaîne hôtelière, on voit arriver Internet dans les années 2000, on fait des sites Internet et on met simplement les photos à plat de nos piscines, de nos chambres, etc. Et on dit aux clients, tu veux réserver, appelle le numéro vert. Ça fait des années qu'on fait ça, tout va bien. Et 90% de nos réservations passent par le téléphone. Et ça se passe très bien avec 7 call centers dans le monde entier. Sauf que Booking, il vous permet quoi ? Il vous permet de réserver en 2 clics n'importe quel hôtel dans le monde, dans votre langue, avec votre monnaie, avec des photos et avec des avis clients. Et ce qu'on n'avait pas compris, c'est que les clients voulaient qu'on résolve leurs problèmes, et nous, on n'avait pas compris, on n'avait pas écouté quel était leur problème. Booking nous a disruptés de façon violente, puisqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Booking, c'est 2 mecs dans un garage il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est une multinationale qui fait au-delà de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 40% des hôtels dans le monde... 40% du chiffre d'affaires d'hôtels dans le monde viennent de Booking. Et à chaque fois que vous réservez une chambre chez Booking, je paye, hôtelier, moi, 20% de commission à Booking. C'est insupportable. Booking a fait quelque chose que les chaînes hôtelières auraient dû faire. Et nous, on n'a rien vu venir, ni Accor, ni Best Western, ni Marriott, ni Starwood, ni personne. On n'a pas vu venir que le client nous disait « j'ai un problème, essaye de le résoudre ». Et on verra pourquoi résoudre les problèmes de ses clients devient fondamental. Donc on s'est fait disrupter 2 fois. Une fois par le client, une fois par Booking. Et en fait, on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas compris pourquoi cette rupture était aussi violente.
Donc on a continué, et moi j'ai essayé de subir ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à cette époque, je subissais ces ruptures, et je ne savais pas vraiment comment faire, si ce n'est de mettre des pansements en essayant d'attendre des jours meilleurs, et en essayant de développer des systèmes parallèles. Le troisième accident industriel, c'est vous. C'est vous qui louez à Arcachon, les Bordelais, là, vos maisons, vos appartements sur Airbnb. Alors Airbnb, on n'y croyait pas, c'était 2005. Airbnb, quand j'appelle mes collègues aux États-Unis, alors vous allez me dire, j'aurais dû me méfier, je les ai appelés sur la côte ouest, parce que c'est né à San Francisco. Je leur ai dit, c'est quoi ce truc Airbnb? Parce qu'on voit beaucoup d'appartements à Paris là, qui commencent à se vendre dessus, et ça commence à faire un petit peu de bruit. Et mes collègues américains me disent, mais t'inquiète pas Stéphane, c'est un truc de couchsurfing, de beatnik américain, tu payes un peu chez l'habitant pour dormir une nuit. Non mais franchement, est-ce que tu laisses ta maison à un illustre inconnu qui vient de l'autre bout de la planète pour 15 jours? Je dis non. Il me dit, bah, tu vois, ça ne marchera pas. Airbnb est la première chaîne hôtelière au monde aujourd'hui. Ils n'ont pas investi 1 euro, ni dans les murs d'hôtel, ni dans un fonds de commerce. Ils sont numéro 1. Aujourd'hui, ils sont rentables, ils sont cotés en bourse, et c'est ceux qui ont repris le plus rapidement après le Covid avec des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on n'a rien vu venir. Nous, chaîne hôtelière, depuis 70 ans, avec des gens bien câblés au marketing, en Europe, aux États-Unis, on n'a rien vu venir. On n'a pas vu un client qui nous a disruptés de façon violente, simplement parce qu'on n'avait pas résolu son problème. Quand je suis parti de Best Western en 2011, je n'étais pas rancunier puisque j'ai mis toutes mes économies dans un hôtel. Donc je voulais comprendre, je voulais voir pourquoi et comment je pouvais faire différemment, moi, hôtelier, pour essayer d'enchanter mes clients et être sûr de pouvoir vivre de ce métier. Donc j'ai acheté un hôtel que j'exploitais avec mon épouse pendant 11 ans, à Orléans. Et dans cet hôtel, j'ai essayé de m'appliquer à moi-même ce que je vais vous raconter. Avant ça, je suis allé regarder un peu ce que faisaient d'autres secteurs d'activité. On ne va pas parler de l'assurance, mais vous allez voir, on va y venir tranquillement. Je suis allé voir d'autres secteurs d'activité parce que ce qui m'obsédait, c'est pourquoi ces métiers tombaient les uns après les autres à cause d'un client qui utilisait des moyens qu'il n'utilisait pas avant. Et ça m'obsédait de savoir pourquoi ces gens-là avaient compris quelque chose que je n'avais pas compris. Donc je suis allé voir les startups. Je suis allé voir des milieux qui étaient violemment disruptés comme le mien et qui l'ont été par d'autres univers. Le premier, c'est celui-là, c'est l'auto-école. Alors l'auto-école, c'est un marché de 2 milliards quand même. C'est un marché de 2 milliards avec une grosse caractéristique. 82% des jeunes qui passent leur permis, on les interroge sur le code et le permis de l'auto-école, il y en a 80% qui disent qu'ils sont insatisfaits. Vous allez me voir venir avec évidemment la satisfaction client. 82% d'insatisfaits dans un marché, c'est une sacrée opportunité. Et si vous avez des clients insatisfaits dans la salle, et vous avez des clients insatisfaits dans la salle, parce que je vais vous les montrer, eh bien c'est une opportunité pour vos concurrents. C'est une opportunité pour des sites internet qui vont prendre des parts de marché et qui auront compris quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est à la fois une opportunité pour eux, mais c'est une opportunité pour vous de les écouter et de changer. L'auto-école, moi j'ai passé mon permis en 86. J'espère qu'il y a des gens de ma génération, je pense que oui. 86, vous vous souvenez, on allait apprendre le code, on apprenait le code sur le code Rousseau. Hein, ok, merci, je ne suis pas si vieux que ça. Et puis on allait le samedi après-midi dans une salle obscure avec une dame avec les cheveux gras qui nous passait des diapos. Vous la voyez, la dame avec les cheveux gras? Et vous appuyez sur vert ou rouge en fonction des diapos. Et à la fin, vous avez une carte perforée. Hein, tu te souviens de ça là, voilà, on a une carte perforée. Et ah ouais, t'as fait 4 fautes, t'es content, etc. Ben moi, j'ai 3 enfants, 20, 25, 28. Ma fille de 20 ans va passer son code. Alors ceux qui ont les enfants de 20 ans, vous avez vu avec quelle ingéniosité et quel effort ils ont justement une grosse aversion à l'effort. C'est-à-dire que quand j'ai dit à ma fille, bah, prends le code Rousseau de ton frère, tout corné, puis samedi après-midi, tu vas t'inscrire pour passer machin, etc., elle m'a dit, no way, papa. Il y a bien une app pour ça. Bah oui, il y a une app pour ça. Aujourd'hui, il y a un acteur qui s'appelle Ornicar qui est rentré dans ce marché en essayant d'écouter pourquoi les clients étaient insatisfaits. Qu'est-ce que les clients disaient de l'insatisfaction? Bah, ils disaient tout ce que ma fille dit en disant le samedi après-midi dans une salle, avoir des diapos, c'est no way. Donc qu'est-ce qu'a fait Ornicar? Ornicar, il a digitalisé la totalité du parcours code. Le code se passe en ligne, s'apprend en ligne, fini le code Rousseau, terminé. Aujourd'hui, vous avez un code qui est gamifié. Vous pouvez jouer, vous pouvez le faire à 3h du matin dans votre bain, en podcast, peu importe. Vous apprenez le code en jouant sur votre mobile. Vous passez le code en ligne. 100% du code se passe en ligne. Les taux de réussite au code chez Ornicar sont de 10% supérieurs à n'importe quelle auto-école en France physique. Le permis de conduire, quand j'ai dit à ma fille qu'elle allait attendre le moniteur au mois de mars par -2, qui vienne la chercher devant l'auto-école, et bien sûr, il va être en retard, elle m'a dit no way. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez Ornicar? On a renversé la pyramide, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui
qui va choisir son moniteur d'auto-école. Et il y aura sa photo avec ses petites étoiles. Il y aura Alexandre, parce qu'Alexandre, il est sympa, il est bavard, il est rigoureux, et avec lui, le créneau, tu l'as en un quart d'heure. Ou on va choisir Franck ou Nicolas, parce que Nicolas, il est sympa, il m'emmène chez moi, il me ramène chez moi, et sa voiture, elles sont bonnes. Et on va choisir Franck, parce que Franck, il est rigolo, il a de la bonne musique, et sa voiture, c'est une petite Austin un peu sportive, donc c'est sympa. Bref, c'est l'apprenant qui va choisir son moniteur d'auto-école qui va être jugé avec des petites étoiles comme vous jugez votre chauffeur Uber ou comme vous jugez votre hôtel. Les taux de réussite aujourd'hui chez Ornicar sont à peu près les mêmes que dans n'importe quelle auto-école, sauf que le code coûte 10 fois moins cher, et le permis de conduire coûte 2 fois moins cher que dans n'importe quelle auto-école. L'auto-école est morte. Si vous avez des actions dans l'auto-école, vendez-les. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, l'année dernière, ont 51% de part de marché. Il y a la moitié des jeunes de 18 à 25 ans dans ce pays qui ont acheté une prestation chez Ornicar l'année dernière. Et ça m'a fasciné pour comprendre pourquoi un marché peut être disrupté avec une telle vitesse sans que les acteurs traditionnels ne puissent réagir. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les auto-écoles ? Ils n'ont rien fait d'autre que faire un procès à Ornicar, qu'ils ont perdu, bien évidemment, puisqu'on avait le droit de faire l'auto-école de façon libérée, en ligne et compagnie. Deuxième secteur d'activité qui est assez facile à critiquer, c'est le syndic de copropriété. Qui est content dans la salle de son syndic de copro ? Allez-y, hein. Vous avez bien un beau-frère qui est syndic de copro, ou votre femme, ou je ne sais pas qui, non ? Ok, personne n'est content, donc on est à 100%. Là. Ah si, on a 1%. Donc en fait, il y a 90% des gens en France qui sont mécontents de leur service de copro. Quand j'ai eu affaire à eux à Paris, à l'époque, j'étais propriétaire d'un petit appartement, et bien évidemment, les âgés dans des salles surchauffées, la facturation d'un recommandé, d'une photocopie, vous vous souvenez ça ? Ils facturent les photocopies, les recommandés, ils vous facturent 1 minute de plus en âgé parce que vous n'avez pas le quorum, ou parce que Madame Michu, elle parle depuis 3 heures du voisin du 3e qui se plaint qu'on ait arrosé trop son balcon. Bref, c'est insupportable. Les services sont mauvais. Lorsqu'il y a une fuite, c'est compliqué. Lorsqu'il y a des ravalements, c'est compliqué. Ça coûte cher. On ne sait pas si ces gens sont compétents, on ne sait pas s'ils peuvent nous aider. En fait, on n'a pas de service. Ça fait des années que ça dure. Il y a un acteur qui est arrivé sur le marché qui s'appelle Matera. Alors, il a fait une petite pub qui n'a pas beaucoup plu au syndic. Il a fait une pub dans le métro. Il a dit « Merci syndic pour les fuites d'eau, c'est toujours piscine ». Et puis, il en a fait une autre, c'est « Merci syndic pour l'ascenseur, j'ai des cuisses en béton ». Donc, en fait, c'est juste pour dire « Syndic, tu fais rien ». Je t'appelle, tu réponds pas. Ils en avaient fait une autre aussi, c'est « Merci syndic, grâce à toi, je connais les 4 saisons de Vivaldi par cœur ». Rigolez pas, parce que la joignabilité, c'est un enjeu pour vous. Hein. La joignabilité, si vous pouvez rigoler, je plaisante. La joignabilité, est-ce que vous êtes joignable ? Moi, je suis hôtelier. Je bosse tous les jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous savez quoi, dans l'hôtellerie, les fuites d'eau, elles arrivent un dimanche après-midi, toujours. C'est marrant, hein ? Toujours un dimanche après-midi. Donc, si tu n'as pas un assureur qui est là, qui est dispo, qui est réactif, qui est proche, bah, c'est mort. Donc, en fait, la proximité, la joignabilité devient un enjeu pour nous tous. Pour vous, bien sûr, mais aussi pour moi. Matera n'est pas un syndic. Matera est une application qui aide les copropriétaires à devenir leur propre syndic. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une loi de 65 qui vous permet d'être vous-même votre propre syndic en vous passant des syndics chers et inutiles. Eh bien, Matera propose simplement les outils digitaux pour gérer sa copropriété en toute transparence. Ça coûte 2 fois ou 3 fois moins cher et c'est beaucoup plus efficace puisque là, évidemment, on est en direct avec les prestataires qui gèrent l'immeuble pour pouvoir les faire réagir. Matera est en train de disrupter un marché qui était réglementé, un marché qui était là depuis des années et des années, et un marché où il y avait très peu de concurrence. Ça vous rappelle rien, ça ? Un marché réglementé qui est là depuis longtemps et qui a très peu de concurrence. Moi, ça me rappelle quelqu'un. Et ça peut peut-être vous concerner demain. Aujourd'hui, Matera, c'est 5000 copropriétés. Ce n'est pas forcément encore l'explosion dont ils attendaient lorsqu'ils ont créé la boîte, mais 5000 copropriétés, c'est un bon début. Ma conviction... Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure n'est pas la vérité, hein, c'est que ma conviction, mes convictions, ils auraient le droit de me challenger lorsqu'on aura fini cette conférence. Ma conviction, c'est qu'on est là-bas, on est dans l'ère du client. On est depuis les années 2010, 2015, dans l'ère du client, c'est-à-dire c'est lui qui décide. Je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est sympa, je ne dis pas que c'est souhaitable, mais c'est comme ça. Moi, je l'ai subi, je n'ai pas eu le choix. Quand vous me dites sur TripAdvisor que je suis une truffe, je suis obligé de l'écouter, je suis obligé de l'entendre et je suis obligé de l'accepter. Quand vous dites que je suis un génie, ça me fait plaisir et ça fait venir d'autres clients. Vous êtes les patrons et c'est vous, en tant que client, qui avez décidé si j'ai le droit de rester ou pas dans mon métier ou si j'ai le droit de gagner de l'argent ou pas. C'est pareil chez vous.
J'ai pris Yves Rocher, et j'ai une question pour vous. J'ai pris Yves Rocher comme exemple. Alors, tout le monde connaît Yves Rocher, bien évidemment, hein, très belle boîte. Brice Rocher, petit-fils du fondateur, qui est à la tête de cette boîte-là. Yves Rocher m'appelle en 2019, juste avant le Covid, il me dit « Stéphane, on a un problème, viens nous aider ». Ils ont un problème entre la recherche et développement et les clients et le marketing. Ils ont un problème en interne qu'ils n'arrivent pas à résoudre et sur lequel ils ne sont pas d'accord. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, peut impacter durablement Yves Rocher, qui est quand même le leader de la cosmétique au naturel depuis 60 ans partout dans le monde? Qu'est-ce qui peut les impacter de façon lourde? Qu'est-ce qui peut générer chez eux quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas et qui vient du client, à votre avis? Leur image, alors ils l'ont pas mal rajeuni, la moyenne d'âge c'est 30 ans chez Yves Rocher. Ils ont réussi à refaire un petit ripollinage de leur image, mais c'est vrai qu'elle était un peu vieillotte. C'est pas ça. Alors, le do-it-yourself, les gens fabriquent eux-mêmes leurs produits. Alors ça les rend dingues. Les mecs, ils ont fait 12 ans d'études, et ils voient Madame Michu faire sa crème de jour avec de l'eau de citron sur YouTube. Ça les rend hystériques. Ça les rend dingos. Mais c'est pas ça, parce que c'est un tout petit marché. Donc c'est pas ça qui va les impacter. Le bio, oui. Alors ils sont pas bio, ils sont naturels, mais le bio peut les impacter. Mais dans quelle mesure ça doit les impacter de façon aussi brutale alors qu'ils ne l'avaient pas vu venir? Les influenceurs, non, on va régler le problème des influenceurs. Les influenceurs, en fait, ils sont payés, donc c'est normal qu'ils disent du bien. Mais effectivement, c'est un impact pour eux, mais c'est maîtrisé, ça. Oui, alors oui, ça joue. Et il y a 30 millions de personnes aujourd'hui en France, 30 millions de personnes, donc certainement dans cette salle, qui utilisent quelque chose, avec un truc comme ça. Merci. Yuka. Yuka a un impact aujourd'hui, de façon dramatique, chez Yves Rocher. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que c'est Yuka? Yuka, c'est une application que vous allez télécharger qui scanne le code barre de n'importe quel produit et qui vous donne un conseil ou un pourcentage ou un scoring, comme vous voulez. Genre 100%, vas-y, c'est bien pour toi. 50%, fais attention. 0%, fuis. C'est pas bon pour ta santé. Et Yuka, c'est qui, c'est quoi? C'est une bonne question. Yuka, c'est 2 personnes qui ont créé un algorithme et une application. C'est un jeune diététicien et une dame qui doit être végane, je crois, qui ont des convictions très fortes en la matière et qui ont créé un algorithme secret qui va pondérer la composition des produits et qui va ensuite scorer en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, il y a un produit sur 4 chez Yves Rocher qui est rouge, qui est déconseillé par Yuka. Le leader de la cosmétique au naturel. Donc Yves Rocher a un problème. Et que disent les ingénieurs, la recherche et développement? Ils disent mais attendez. Ça fait 60 ans qu'on fait du pigment, qu'on fait des rouges à lèvres avec du pigment. Le pigment, c'est moyen pour la santé. Ça se vend très bien. On a une super marge. Ça se vend dans le monde entier. C'est notre best-seller. On ne va pas, à cause de 2 personnes, changer notre formule. Donc Yuka, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est pas scientifique, on les emmerde. Et le marketing, il dit attends une seconde. Il y a 30 millions de personnes, toutes les semaines, qui scannent les produits avec Yuka. Donc, qu'est-ce que je leur ai dit, moi? Je leur ai dit, c'est très simple. Je passais 1 heure avec eux, je leur ai dit, moi, si je n'avais pas tenu compte des avis TripAdvisor, je serais mort. Ou Yves Rocher, si vous n'êtes pas Yuka compatible, dans 5 ans, vous êtes mort. En fait, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le client. On est dans l'ère du client. C'est le client qui va décider si vous devez vivre ou pas de votre activité. C'est lui qui décide. Alors, ce n'est pas agréable. Ça fait suer parce que le client, des fois, il est un peu bête, il est de mauvaise foi. Mais c'est lui qui décide. Et c'est lui qui va décider que Yuka, finalement, sera plus crédible qu'Yves Rocher. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, messieurs. C'est que personne ne vous croit. Personne ne croit à Alliance. Personne ne vous croit que vous êtes les meilleurs assureurs de France et de Navarre. Personne ne vous croit. Personne ne croit à votre marketing quand vous dites que vous êtes les meilleurs. Personne ne vous croit. Vos clients ont besoin d'un tiers de confiance pour vous croire. Et ce tiers de confiance, c'est qui dans votre cas? Ce sont vos clients. Si vos clients disent du bien de vous, là, je vais vous croire. Mais si vous me dites que vous êtes des stars, je ne vais pas vous croire. Donc aujourd'hui, on a un problème en marketing. Et je vous dirai pourquoi le marketing est mort pour moi. Parce que les clients ne vous croient plus. Pourquoi vous croyez que j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en marketing et en publicité quand j'étais à la tête de Best Western, alors que les gens croient d'illustres abrutis qui disent des commentaires sur mes hôtels? Vous croyez ces gens-là, je crois ces gens-là. Et je crois plus les gens qui ont mis un commentaire sur un restaurant, sur un hôtel, que la marque qui fait sa publicité. C'est exactement pareil chez vous. Les gens ne vous croient plus. Donc il va falloir faire autrement si on veut survivre. Donc, si on est dans l'ère du client, il y a des gens qui effectivement
sont plutôt issus de l'Internet et sont en train de digitaliser un monde dans lequel ils vont trouver des choses plus faciles à proposer à leurs clients. Je me suis beaucoup intéressé à cette startup parce que j'avais une conviction profonde, c'est que c'était le digital qui m'avait disrupté. Alors je me suis trompé, je vais vous expliquer pourquoi. Mais la première chose que j'ai retenue, en tout cas, quand je suis allé voir ces gens-là, c'est une chose, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de rentrer dans leur tête, voir comment ils pensaient. Et bien, en fait, ces gens-là pensent comme ça. Ces gens-là ont arrêté de penser produit, mais pensent problème. Et j'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, messieurs, c'est que vos produits, on s'en fout. On s'en fout. Vos produits, que ce soit prévoyance, assurance, MRH, ou que sais-je, quel barbarisme vous avez utilisé ce matin, on s'en fout. Vos produits, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est comment vous allez résoudre mes problèmes. Comment vous, agent général, vous allez résoudre mes problèmes, moi, d'individu, de ma famille, de mon business, de ma protection, de ma retraite. Comment tu vas résoudre mes problèmes? Il n'y a que ça qui compte. Vos produits, on s'en fout, il faut résoudre les problèmes. On pensait problème, pas produit. C'est très simple et je vais vous l'illustrer avec quelques exemples. Pensez problème, pas produit. Si je vous dis quel est le problème qu'on essaie de résoudre quand on achète une perceuse? Facile. Très bien. Il y en a qui suivent. C'est pas de faire un trou, c'est d'accrocher un tableau. Non seulement c'est d'accrocher un tableau, mais c'est faire plaisir à mon épouse qui me tanne depuis 3 mois d'accrocher un tableau. Les ventes de perceuses chutent. Pas parce que les perceuses sont moins bien, les perceuses sont meilleures, plus légères, plus robustes, plus autonomes. Mais parce que le problème pour accrocher le tableau trouve d'autres solutions. Je peux très bien demander à Alexandre de me prêter sa perceuse et moi je vais lui prêter ma tronçonneuse. Je vais demander à Franck de venir chez moi faire le trou, parce qu'il est un gros bricoleur, et moi, je vais apprendre l'anglais à ses enfants. Tout ce que je viens de vous dire existe. Ces solutions C2C existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au problème d'accrocher un tableau à un mur, j'ai plein d'autres solutions, et je peux éviter, dans plein des cas, d'acheter une perceuse, donc je ne vais pas l'acheter. Si vous continuez à penser produit et pas problème, vous allez faire fuir vos clients. Pensez problème. Et le problème de vos clients, le problème, c'est qu'il est varié, c'est qu'il est difficile à comprendre, et qui change tout le temps dans le temps. Donc, penser problème, pas produit, c'est la première chose que vous devez vous poser comme question et la poser également avec vos collaborateurs. Les gens qui pensent problème, il y en a plein dans la banque. Quels sont les problèmes que vous avez quand vous voulez ouvrir un compte en banque pro ou perso, on s'en fiche. Allez, c'est quoi les problèmes? On va faire une étude de marché, ça va durer 2 minutes, vous allez voir. Les pièces administratives, prendre un rendez-vous, et bonjour la galère, hein, quand ils ne sont pas en congé, ils sont en formation. C'est un peu ça quand même. Hein. Quand vous les appelez en décembre, vous dites qu'il y a 1 mois, mais ça va être dur entre les congés et la formation. Donc il faut les joindre, il faut prendre rendez-vous. Rigolez pas, ça peut nous concerner aussi. Il faut amener des pièces, ça coûte un peu, c'est long, c'est rébarbatif, il faut signer des trucs, bref, c'est galère. Il y a une banque, la Conto, qui est une banque B2B, peut-être certains d'entre vous sont déjà clients de cette banque, qui dit on n'est pas la meilleure banque du monde. La banque est une commodité, hein, comme l'assurance, on va se mettre d'accord tout de suite. Hein. L'assurance, c'est une commodité. Hein. On ne se dit pas le samedi après-midi avec ma femme, ouais, on va aller assurer la voiture. Non, c'est une commodité, on est obligé d'y aller, donc on le fait. Donc c'est pas un truc qui est super sexy, qui nous fait rêver d'aller assurer son appart, sa voiture, ou que sais-je. Donc forcément, la banque, c'est pareil. La Conto, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous êtes des entrepreneurs, vous avez du business, des clients à vous occuper. Eh bien, nous, on va s'occuper pour vous de la commodité, ce qui est d'avoir un compte en banque. Donc, vous vous occupez de rien, on s'en occupe. Avec Conto Banque, vous pouvez ouvrir un compte en 8 minutes sur Internet à 3 h du matin. Le lendemain matin, vous avez votre carte bleue dans votre boîte aux lettres en 24 heures gratuite. On dépose les comptes au tribunal de commerce si vous le souhaitez, si vous créez votre boîte, et on vous fournit votre cabis en 92 heures. On vous gère vos notes de frais derrière. Bref, on vous simplifie la vie, vous, entrepreneurs, parce que vous avez autre chose à faire que vous occuper de votre compte en banque. Donc, on vous trouve des solutions. Donc, pensez problème, pas produit. Ces gens-là ont levé 250 millions d'euros. Et évidemment, ça va les aider à réfléchir plus vite pour aller court-circuiter les banques traditionnelles. Il y a plein d'outils qui vous permettent de résoudre les problèmes de vos clients. La dématérialisation, ce n'est pas un gros mot. Ça a été quelque chose que le Covid nous a apporté de positif. Souvenez-vous, DocuSign. Comment on faisait son DocuSign? Comment on faisait son signature électronique? Où on envoyait ses contrats qu'on devait imprimer, signer, parapher, scanner, renvoyer, etc. C'était une galère sans nom. Si vos clients ne peuvent pas travailler avec de la signature électronique, c'est mort. Parce que leur niveau d'exigence aujourd'hui, c'est au minimum de la signature électronique. Donc vous avez plein de moyens à votre disposition pour faciliter la vie du client, pour résoudre leurs problèmes. Pas leurs problèmes de produits, mais leurs problèmes d'accès aux produits que vous leur proposez. Et évidemment, la signature électronique fait partie de ces outils, mais vous en avez plein d'autres qui permettent de faciliter la vie du client. Penser digital, c'est passer dans la vie du client, c'est se rapprocher du client. Se rapprocher de sa capacité à lui rendre la vie facile.
Rendez-lui la vie facile. On verra que dans l'enchantement client, il y a trois ingrédients, dont l'un est la facilité, et on verra ce qu'on peut en faire tout à l'heure. Autre exemple très simple, du penser problème pas produit, qui sont en train de disrupter tout un marché, c'est les matelas. Alors vous allez me dire, pour un hôtelier, ce n'est pas très original, mais donc tant pis, je vais parler de matelas. Quels sont les problèmes que vous avez, vous, à titre perso, quand vous achetez un matelas ? Débarrasser l'ancien. Le transport. Mal au dos, donc je dois l'essayer. Quoi d'autre ? Le coût. Ouais, le choix. Est-ce que je prends le matelas à 200 ou le matelas à 2000 ? Vous n'en savez rien, vous. Moi je sais, mais vous ne savez pas. Donc forcément, vous avez un choix de matelas incroyable. Vous ne pouvez pas les essayer, à part 5 minutes chez Ikea, la tête sur l'oreiller et les pieds sur ton plastique, mais ce n'est pas pour ça que tu vas savoir si tu auras moins mal au dos ou pas. On a fait l'étude de marché, ça a duré 5 minutes. Le plus gros vendeur de matelas au monde, c'est qui, à votre avis ? Non. Ikea. Absolument. Le plus gros vendeur de matelas, c'est Ikea. Epeda, Tempur, Dunlopillo, tout ça, c'est en train de disparaître. Le matelas le plus vendu en France aujourd'hui, c'est Emma. Ikea n'a jamais voulu résoudre le problème du client. Ikea, aux États-Unis, qui fait un chiffre d'affaires phénoménal sur les matelas, est en train de fermer ses rayons matelas aux États-Unis parce qu'ils sont disruptés par des gens comme Emma, Teddy Bear, Casper, qui sont des startups qui disent tout simplement « Je résous vos problèmes. Je vous livre en 24 heures, allez, en 48 heures, au 6e sans ascenseur. Je te débarrasse de l'ancien si tu n'en veux plus. » D'accord ? Je le mets à la déchetterie de façon durable. Je te propose de l'essayer pendant 100 jours gratuitement. Si au bout de 100 jours, tu n'es pas content, on te le reprend. Petite coquetterie, non seulement on te le reprend, mais en plus, on te donne l'occasion de le donner à une association caritative de ton choix. Donc tu fais une bonne action en le donnant à quelqu'un que tu auras choisi dans une liste d'associations. Tu n'as pas le choix, il n'y a qu'un matelas chez Emma, le meilleur, que tu vas payer 30% moins cher parce qu'il n'y a pas de frais de distribution. On va résoudre tous vos problèmes. Et Emma, aujourd'hui, est le premier matelas en France, pas parce que c'est connu, pas parce que c'est pas Dunlopillo, Epeda, etc. Emma est le premier matelas vendu en France parce que ses clients le disent. Parce que ce n'est pas un marketing traditionnel où ils se font connaître pour dire que c'est les meilleurs. Ils ont simplement tout fait pour que leurs clients, sur Google, avec 4,6 et 3725 avis, et sur Trustpilot, avec plus de 23 000 avis à 4,7 sur 5, et encore cette copie d'écran date un tout petit peu, ils ont résolu le problème. C'est-à-dire, est-ce que vous choisissez Emma ou pas ? La réponse est oui. Pas parce qu'Emma est un top matelas, parce que les clients d'Emma disent oui. Et que si moi, vos clients me disent « Allez voir l'agent général X, Y ou Z », et s'ils me disent que vous êtes des stars, je vais y aller. Et je suis même prêt à quoi ? À payer plus cher. Je suis prêt à payer plus cher une prestation chez vous parce que vous êtes mieux recommandé. Alors, j'ai un petit jeu sur le niveau des étoiles. On a parlé un petit peu tout à l'heure des avis Google. Dans l'hôtellerie, sur Booking, vous savez, il y a une note de 8 sur 10. Quelle est la note minimale en deçà de laquelle vous ne descendez pas quand vous faites votre tri d'hôtel pour vos vacances ou vos déplacements professionnels ? Non, sur 10, 5 c'est pas beaucoup sur 10. 8, 9, voilà, ils sont exigeants chez Allianz, 9, ils mettent la barre haute. Donc 8, c'est en fait ce qui se passe dans le monde entier. Quand je pose la question dans le monde entier, c'est 8. Alors c'est marrant ça, parce que si moi je suis à 7,9 dans mon hôtel, vous ne me calculez pas, quoi. C'est-à-dire que je passe en dessous de vos radars. Et la différence entre 7,9 et 8, elle est franchement quasi inexistante. C'est impossible de la détecter. Par contre, vous avez choisi qu'en dessous de 8, vous n'y allez pas. Si vous êtes en dessous de 4 sur Google, vous êtes des truffes. Les clients zappent. Ils vont voir ailleurs. Alors vous allez me dire, mais c'est pas juste. Oui, mais c'est pas juste, alors c'est pas juste pour l'hôtellerie non plus. Par contre, j'ai été jusqu'à 8,9 dans mon hôtel sur Booking. À 8,9, je vendais plus cher que mes concurrents. Pourquoi ? Pas parce que j'étais mieux, parce que j'étais mieux noté. Quand vous avez deux hôtels dans la même ville que vous êtes en train de choisir, qu'il y en a un qui est à 7,2 et l'autre qui est à 8,9, mais celui à 8,9, il est 15 € plus cher. Même prestation, même niveau, même standard, même localisation. Vous êtes 95% à acheter le 8,9 avec 15 € de plus. Vous allez vendre plus et plus cher parce que vos clients vous recommandent. Vous allez vendre plus et plus cher parce que vos clients vous recommandent. En termes d'acquisition client, c'est une machine de guerre, la recommandation. Alors comment on fait pour avoir la recommandation ? Parce que l'idée, elle est sympa, mais on va essayer de voir comment on déclenche et qu'est-ce qu'on déclenche dans le cerveau du client pour qu'il nous recommande, qu'il nous dise qu'on est des stars, qu'on est des génies, qu'il faut absolument travailler avec nous. Et on est dans l'assurance, on ne vend pas du rêve. Hein. On ne met pas des paillettes dans la vie des gens quand on est assureur. Hein. Ça se saurait. Mais on peut être meilleur et on peut montrer aux autres de vous faire confiance par rapport aux concurrents.
Je me suis trompé parce que finalement, la technologie n'a rien à voir dans tout ça. Le digital, on en fait toute une montagne en disant ça va nous disrupter, etc. Non. En fait, ce qui m'a disrupté, ce sont les clients insatisfaits. Vos clients insatisfaits qui vous disent que vous êtes mauvais aujourd'hui, c'est eux qui vont vous disrupter parce qu'ils vont aller voir quelqu'un qui va résoudre le problème que vous n'êtes pas capable de résoudre. Écoutez-les, ces gens-là, c'est de l'or en barre, c'est des pépites que vous allez pouvoir transformer. Ce sont souvent des pépins que vous allez transformer en pépites. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte d'un client mécontent de faire 10 de très contents, en leur répondant notamment sur Internet. Et puis, évidemment, on est dans le monde de la recommandation. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais vous allez vous noter pas mal de choses dans votre vie quotidienne, les produits sur Amazon et d'autres. Et bien demain, acceptez que vos clients vous notent. Mais bien sûr, ils vont vous noter. Et non seulement vous devez l'accepter, mais vous devez l'encourager à ce qu'ils vous notent. Parce que cette note va refléter la capacité que vous avez à les enchanter. Et si vous êtes capable de les enchanter, vous allez vivre longtemps et vous allez être prospère pendant très longtemps, parce que l'enchantement client, c'est de la rentabilité. C'est lié à la performance économique. On a fait une étude dans l'hôtellerie. Vous tracassez pas, c'est fait. On a fait une étude, il y a 15 ans, qui montre que si on augmente d'1% mon taux de satisfaction chez TripAdvisor, Booking ou autre, j'augmente de 1,42 ma rentabilité. Je vends plus et plus cher. C'est les 15 € de tout à l'heure de l'hôtel à 8,9. Je suis plus attractif parce que je suis mieux choisi par mes clients qui me considèrent comme étant de meilleure qualité parce que je suis à 8,9. Donc si vous êtes à 4,9 sur Google, je vais vous choisir vous par rapport à AXA qui est à 3,2. Et en plus de ça, je suis prêt à payer plus cher. Je suis prêt à payer plus cher quelque chose qui apparaît comme étant de meilleure qualité par un tiers de confiance et non pas par la marque qui m'a dit qu'Allianz était super. Parce que je ne vous crois pas, je vous le rappelle. Par contre, je crois les clients qui font appel à vous. Eh bien, si vous allez plus loin, vous regarderez sur Internet un fonds d'investissement qui s'appelle Trustim, qui n'investit que sur des boîtes qui surperforment en termes de satisfaction client. En B2B, en B2C, c'est pareil. Cette entreprise le décrit assez bien, la mécanique et le pourquoi ça marche. Une entreprise qui surperforme en termes de satisfaction client avec des indicateurs neutres, objectifs, qui permettent de mesurer cette fameuse satisfaction. C'est tout simplement une entreprise qui a des clients plus fidèles. On a parlé de fidélité ce matin, on a parlé de conquête, évidemment, ça fait partie de vos préoccupations. Une entreprise qui satisfait ses clients, elle est client fidèle. Ce n'est pas compliqué à le comprendre, puisque les clients sont contents, ils n'iront pas voir ailleurs. Une entreprise qui a satisfait ses clients, elle a aussi un coût d'acquisition qui va chuter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher en permanence de renouveler sa clientèle. Même si les stats le montrent, en moyenne, il y a 10% des clients chaque année qui s'en vont. Vous perdez en moyenne 10% de votre portefeuille chaque année. C'est mécanique, c'est la vie, c'est comme ça. Les boîtes s'en vont, les boîtes reviennent, les boîtes s'écrasent, etc., etc. Et enfin, il y a un pricing power. Pour moi, c'était une surprise que dans l'hôtellerie, je le conçois assez bien parce que je l'ai pratiqué. Mais le pricing power, c'est la capacité à vendre plus cher. C'est l'élasticité prix à la hausse. Ces gens vendent exactement le même produit que leurs concurrents, mais elles le vendent plus cher. Elles vendent le même produit que leurs concurrents, mais elles le vendent plus cher. Parce qu'elles ont une satisfaction client supérieure à celle de leurs concurrents. Eh bien, c'est vraiment là-dedans que j'aimerais vous emmener. C'est-à-dire que si vous comprenez que l'enchantement client, c'est de la rentabilité, et c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est ce que j'ai entendu ce matin, c'est les mêmes mots, c'est dit différemment, mais c'est exactement ça. Et donc, la question, c'est comment on fait pour enchanter nos clients? Comment on fait pour leur vendre plus cher que mes concurrents un produit qui, a priori, est le même qu'ailleurs? Comment on fait pour les fidéliser le plus longtemps possible? Alors, on est chez Allianz, et vos clients ont des problèmes. La question, c'est comment vous allez les résoudre? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai plein de nouvelles qui grattent un peu, mais vous les connaissez déjà. Votre client, il est surinformé, il est malin, il a Google. Il trouve des acteurs. Vous êtes l'un des secteurs, je travaille pas mal avec les banques, les mutuelles, etc. Vous êtes l'un des secteurs les plus attaqués en ce moment sur Internet. C'est normal, vous êtes une rente, et donc les gens ont envie de grignoter un peu le camembert quand même, parce que c'est quand même assez sympa l'assurance, de l'extérieur en tout cas. Quand on voit les pertes que vous faites, c'est moins sympa. Mais on voit bien qu'il y a des startups qui veulent grignoter vos parts de marché, elles sont intéressées. Donc il y a plein de choix pour vos clients d'aller se faire assurer ailleurs. Donc ils ont le choix. Ils ne vont pas venir chez vous, même si vous êtes un super agent et si vous êtes à Bordeaux, et c'est pas mal. La bonne nouvelle, c'est que vous savez les enchanter. Ça, ce sont toutes des agences de votre secteur, évidemment par politesse, je n'ai pas forcément mis les noms ni en bien ni en mal, à part mon agent, mais qui n'est pas là, je suis très déçu, Gruau et Moreau, là-haut, qui a 5 étoiles sur 5, et croyez-moi, ce n'est pas un hasard, sur Google.
Et ce n'est pas des fakes, c'est vraiment des vrais avis. Là, vous avez plein d'avis positifs. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous et vos collaborateurs, vous savez enchanter vos clients. Maintenant, comment on fait pour systématiser l'enchantement et faire en sorte que ça devienne un réflexe chez Allianz, partout en France, y compris bien sûr dans cette région, et comment c'est un réflexe dans chacune des agences, des agents du groupe Allianz. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez aussi des mauvais commentaires. Alors vous faites un métier hyper difficile, Alexandre le rappelait, et je suis entièrement d'accord, vous êtes un métier hyper complexe, hyper difficile, hyper sensible. Pour moi, vous êtes un métier où vous recevez de l'angoisse et vous devez délivrer de la confiance. Alors recevoir de l'angoisse et délivrer de la confiance, c'est très compliqué, très compliqué. La seule raison que j'ai de rentrer en contact avec vous, c'est parce que j'ai un problème, parce que j'ai un sinistre. C'est dramatique. On est en relation que quand ça ne va pas bien. Donc forcément, vous partez avec un handicap pour me satisfaire. Donc vous avez des clients qui n'arrivent pas à vous joindre. Hein. Vous rigolez tout à l'heure sur la joignabilité, mais injoignables, etc. Donc vous avez les mêmes facteurs et les mêmes problèmes non résolus chez vos clients. Alors vous allez me dire, oui, mais Stéphane, tu n'as pas pris les bons, mais c'est des mauvais coucheurs, ils sont de mauvaise foi. OK, mais moi c'est pareil dans mon métier depuis 25 ans. Les gens disent ce qu'ils pensent de mon hôtel et je dois l'accepter. Et on va voir que vous devez aussi l'accepter. Et surtout, vous devez l'entendre pour pouvoir faire autrement la satisfaction et l'enchantement client. Alors, comment on fait pour comprendre ce qui se passe dans la tête du client et pour agir? On parle déjà d'un malentendu. C'est qu'il y a un décalage entre la promesse que vous faites à vos clients, les belles publicités que vous faites à la télé, et la réalité quand ils poussent l'agence de l'agent général à Bordeaux ou ailleurs. Donc il y a un décalage entre la promesse et les preuves de la promesse. Malheureusement, vous voyez trop beau. Vous voyez trop beau, c'est-à-dire que la façon dont vous faites votre métier est beaucoup trop belle par rapport à la façon dont les clients voient la façon dont vous faites votre métier. Vous avez des études qui montrent que 80% des gens, 80% des entreprises qui ont été sondées sont persuadées qu'elles font un bon boulot en termes de service client. Elles sont convaincues de ça. Et à juste titre. C'est des bons pros, ils le font bien. Mais il n'y a que 8% de ces mêmes entreprises qui pensent que l'entreprise fait ce qu'il faut en termes de satisfaction client et en termes de résolution de problèmes. Il y a un décalage entre la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous voient vos clients. Vous n'avez pas la même perception. Et elle s'explique très bien. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Donc j'ai mis ça pour rigoler, mais c'est juste, quand vous achetez un mobile à vos enfants, pensez juste que lui, il voit le derrière des peluches et que vous éclatez à voir les peluches qui tournent en haut. Donc des fois, on a le marketing qui produit quelque chose qui n'est pas forcément le même résultat pour les clients. Même si le client n'est pas forcément le bébé, le pauvre, mais c'est les parents qui ont acheté ça. Vous avez 4 expériences. Je vous demande un petit peu d'attention. Je sais qu'on est après le déjeuner, c'est pas simple. Sachez que si vous assoupissez, personne ne le voit, sauf moi. Hein. Et c'est un peu déstabilisant parfois. Bref, vous avez 4 expériences que votre client vit. La première expérience, c'est ce que vous lui avez promis, votre promesse. Allianz ci, Allianz ça, on est des génies, venez nous voir, c'est génial, on est les moins chers, on est top, on garantit. Ça, c'est la promesse que fait la marque et que vous faites auprès des clients. La deuxième expérience, c'est les attentes du client. C'est qu'est-ce qu'il a compris de ce que vous lui avez promis et qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend lorsqu'il passe la porte de votre agence ou lorsqu'il vous appelle au téléphone. La troisième expérience, c'est ce que vous avez délivré. Le moment de vérité, c'est finalement, vous avez fait signer un contrat, tout est en ordre, les placements sont OK, l'assurance vie, la retraite individuelle. Bref, vous avez fait ce qu'il fallait dans le delivery. Et là, vous êtes plutôt bon, généralement là-dedans, on est plutôt bon. Et puis la dernière expérience, c'est le moment de vérité. C'est je vous ai au téléphone parce qu'on a crevé les pneus de ma voiture. C'est une histoire vraie, puisque c'est ma voiture de société qui est assurée chez vous. Et on m'a crevé les 2 pneus de ma voiture un matin. Et je sais que c'est c'est du vandalisme, parce que les voisins, c'était pareil, etc. Et là, c'est le moment de vérité. J'appelle mon assureur. Monsieur Gruau, on m'a crevé les pneus de ma voiture, comment je fais ? Il faut que je la fasse dépanner, machin, etc. Et là, mon assureur, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est le moment de vérité. Il me dit, oui, mais monsieur Gauthier, c'est pas dans votre contrat. C'est pas dans votre contrat. Si c'est vandalisme, c'est pas dans votre contrat. Si vous aviez déchiré vos pneus sur un trottoir vous-même, c'est dans le contrat. Mais comme c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait dans la liste, c'est pas dans votre contrat. Ça, c'est le moment de vérité. L'histoire se finit bien, je vous rassure. Mais ce moment de vérité-là, c'est un moment donné où j'ai besoin de vous, je vous appelle, et qu'est-ce qui se passe ? Et évidemment, l'autre jour, j'étais chez AXA, alors c'est beaucoup moins bien que vous, bien sûr, mais il y en a un qui m'ont dit « Oui, mais le client, il lit jamais son contrat. » Eh bien oui, je vous confirme, hein, le client, il lit jamais son contrat. Hein. Il n'y a pas un de vos clients qui a lu un contrat, c'est sûr.
Donc ne pensez pas, parce que vous avez fait un contrat, que le mec il l'a signé, qu'il l'a lu. C'est faux. Donc, évidemment, je ne savais pas que ma voiture, etc. Heureusement, mon agent Allianz a pu réagir en disant « Monsieur Gauthier, vous énervez pas, parce que je me suis un peu énervé, on va voir ce qu'on peut faire. » Et là, il y a les 1,5 million, la caisse noire, là, qui... Et il m'a remboursé en fait mon dépannage, etc. Donc il a joué le jeu à fond, peut-être parce que je suis aussi client avec l'hôtel et ça a peut-être aidé. Bref, tout ça pour dire que ce moment de vérité, c'est la vérité, la réalité de ce qui doit se passer. Alors qu'est-ce que vous faites généralement dans les entreprises un peu partout dans le monde ? Généralement, on n'est pas tout à fait complet sur la promesse. On ne sait pas trop délivrer en termes marketing la bonne promesse. On pense que c'est bien ce qu'on fait pour le client, mais ce n'est pas toujours vrai. Sur les attentes, on est un peu à la ramasse. Pour être très honnête, vous ne connaissez pas les attentes de vos clients. Mais moi non plus, hein. Je vous donne juste un exemple avec Amazon. C'était assez rigolo. Les clients d'Amazon ont dit « Je veux être livré le dimanche ». Amazon dit « Ok, on va vous livrer le dimanche, monsieur le client, il n'y a pas de problème ». Ça a duré 6 mois. Et les 6 premiers mois, vous aviez un livreur qui arrive à 8h du matin chez vous et qui sonne. Et là, vous dites, c'est qui cet abruti qui me réveille à 8h du matin pour un dimanche matin ? C'est Amazon. Tu veux te livrer le dimanche ? On va te livrer le dimanche. Oui, mais pas à 8h du matin. D'accord, ok. Donc à 11h. Ah ben non, à 11h, j'ai footing. D'accord. Alors à 13h. Ben non, à 13h, c'est le poulet du dimanche. D'accord. À 16h. Ben non, je fais la sieste. Les gens ne veulent pas être livrés le dimanche. Les gens disent qu'ils veulent être livrés le dimanche. Les gens croient qu'ils ont un besoin, mais en fait, ils n'en ont pas. Donc comment voulez-vous connaître les besoins de vos clients si eux-mêmes ne les savent pas ? Donc les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin. Donc c'est très compliqué d'avoir les attentes du client, très compliqué. Sur le delivery, vous êtes bon, c'est obsédant. Vous savez délivrer, faire les contrats, vous savez cadrer votre relation avec le client. Et puis sur la perception, alors là c'est le flou artistique, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas comment perçoivent vos clients de ce que vous faites pour eux. Vous ne le savez pas. Vous le savez à travers les commentaires clients. Si, là vous commencez à le savoir, si vous faites bien ou si vous faites moins bien. Mais sinon, vous ne le savez pas. Et là, on arrive dans un monde irrationnel. Je vous demande de me faire confiance parce que vous n'avez pas le choix. C'est un monde des neurosciences où on va aller chercher la perception du client. Alors pour illustrer la perception du client, pour essayer de vous convaincre que la perception du client elle est toujours vraie, j'ai pris ce tableau de Magritte, 19e siècle, un peintre belge du 19e. Moi, aujourd'hui, là, à 14h52, je vous dis que ceci n'est pas une pipe. Qui est d'accord avec moi dans la salle ? On est 2, 3, 4, 5... 6, bon, on est une dizaine, 7, là-bas, il y en a là-bas. Donc il y en a quelques-uns qui se rallient à moi poliment pour me dire, bon, on va pas te laisser tout seul quand même. Hein. Ceci n'est pas une pipe. Et les autres pensent que c'est une pipe, alors que les autres disent, mais il est complètement con, c'est vraiment une pipe, quoi. Qui a tort, qui a raison ? En fait, personne. On voit la même image, on n'a pas la même perception. Vos clients voient le même travail que vous faites au quotidien pour eux, mais ils n'ont pas la même perception de ce que vous faites pour eux. Est-ce que c'est discutable ? Non. Est-ce que je peux convaincre les gens qui voient que c'est une pipe que ce n'est pas une pipe ? Non. Est-ce que vous pouvez me convaincre de me faire comprendre que c'est une pipe ? Non, parce que c'est un tableau. Et moi, je n'ai jamais essayé de fumer un tableau. Vous, je ne sais pas, mais moi, jamais. Donc, je suis convaincu que ce n'est pas une pipe, mais c'est un tableau qui représente une pipe. Il y a un neurosociologue qui s'appelle Albert Moukeber qui dit une phrase qui résume tout ce que j'essaie de vous dire. Les gens ne voient pas le monde tel qu'il est. Les gens voient le monde tel qu'ils sont. Je vois le monde tel que je suis. Si tu rentres dans mon monde, tu vas comprendre. Si tu ne rentres pas dans mon monde, tu ne vas pas comprendre. Et tu ne peux pas contester la façon dont je vois le monde. C'est incontestable, puisque c'est ma perception, et ma perception est toujours vraie. Et il va falloir qu'on se mette d'accord sur le fait que la réalité n'existe pas. Ce n'est pas un devoir de philo. La réalité n'existe pas, la perception est la vérité. Ce que dit votre client quand il dit qu'il est enchanté, qu'il vous adore et qu'avec vous ça se passe bien, c'est la vérité. Quand il dit que vous êtes des truffes, qu'on ne peut pas vous joindre et que vos polices d'assurance sont mal faites, c'est aussi la vérité. Et il va falloir l'écouter, il va falloir l'entendre, et il va falloir peut-être même modifier cette perception. Donc si on est dans ce monde du client, est-ce que le client est roi ? Non. Non, le client n'a pas toujours raison. Oui, le client est parfois un parfait abruti. Et vous en avez des parfaits abrutis clients parmi vos clients. Oui, parfois, il ne veut pas comprendre. Oui, il est bête. Oui, il fait exprès. Ça arrive. Mais sa perception sera toujours vraie. Donc la seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est qu'est-ce qu'il perçoit de ce que je fais. Ce que vous faites n'est pas important. La façon dont vos clients perçoivent ce que vous faites est essentielle. Comment mes clients perçoivent ce que je fais. C'est là où vous allez travailler sur l'impact et sur la satisfaction. La mécanique, elle est simple. C'est les neurosciences. Moi, je suis allé
au plus profond de ce que je pouvais comprendre de ce qui se passe dans votre tête et dans la mienne quand j'étais satisfait. Ça m'obsédait. Je voulais savoir à quel moment je pouvais sortir d'un restaurant, d'un bar, d'un hôtel ou autre en disant c'était génial, et à quel moment je dis non, c'était des truffes et ça n'a pas marché. Dans votre tête et dans la mienne, voilà ce qui se passe. En quelques microsecondes, on est satisfait ou pas en fonction de la comparaison que l'on fait entre les attentes et la perception de ce qu'on vit. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'en fait, vous allez être satisfait ou pas de cette conférence aujourd'hui en fonction des attentes que vous aviez avant de venir ici cet après-midi et en fonction de la perception que vous en aurez dans une demi-heure. Et en fait, vous allez juger en disant « bof », c'était super, c'était génial, et c'est vous qui allez juger, mais vous avez un jugement complètement différent les uns des autres. C'est ça la beauté de l'être humain. Donc vous comprenez bien que si ma perception est en deçà de mes attentes, je suis insatisfait, je le dis. Il y a 2 raisons pour lesquelles on laisse des commentaires sur Google. La première, c'est qu'on est très mécontent, et la deuxième, c'est qu'on est enchanté, et qu'on n'a même pas le choix de laisser un bon avis sur Google tellement qu'on est enchanté. Donc si je suis en dessous des attentes, évidemment, ma perception en dessous de mes attentes, c'est l'insatisfaction. Si je suis au niveau de mes attentes, c'est OK. Mais là, on est juste en match, c'est-à-dire que j'ai payé 100, j'ai 100. Allez, 70% de nos clients, ils ont ça. Ça va, c'est OK. Ils ont payé 100, ils ont 100. Ça ne va pas faire des ambassadeurs, hein. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours des clients satisfaits. Par contre, il faut que j'aille le cran au-dessus. Pour que j'enchante mes clients, il faut que ma perception aille au-delà de mes attentes. Et donc, il va falloir que je travaille mes attentes et ma perception. Tout ce qui est à droite, vous pouvez le faire. Tout ce qui est à gauche, vous y pouvez strictement rien. Et malheureusement, c'est très complexe. Ça va impacter la perception et les attentes de vos clients. Vous allez pouvoir agir sur la promesse et sur l'épreuve de la promesse. Je vais y venir dans une seconde. Par contre, tout ça, vous le subissez. Les attentes, les besoins, vous ne les connaissez pas, par rapport à ce que je dis sur Amazon. Les croyances. Vous croyez que dans un 4 étoiles, il y a un voiturier, un bagagiste, un room service 24/24, et que sais-je. Si je vous montre la nomenclature des 4 étoiles, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ça. Mais vous croyez que c'est ça. Et donc, si vous ne l'avez pas, vous êtes déçu. Vos croyances, est-ce que je dois me battre contre vos croyances? Je ne peux pas. Je crois qu'un assureur, ça ne fait pas faillite. C'est ma croyance. Je crois qu'un assureur, ça gagne beaucoup d'argent. C'est ma croyance. Il n'y a qu'à voir leur voiture de fonction. Je crois qu'un assureur, ça ne fera jamais faillite. Et donc, un hôtelier, oui, ça fera faillite, un hôtelier. Hein, j'en connais plein. Hein. Et donc, ma croyance, c'est que vos polices d'assurance seront toujours trop chères, puisque je crois que vous ne faites pas faillite. Alors, vous pouvez m'expliquer, comme l'a très bien fait Alexandre ce matin, ça va prendre un peu de temps quand même, hein, m'expliquer le pourquoi, du comment, de la réassurance, des catastrophes naturelles, quel impact ça a pour vous, etc. Là, je le comprends. Mais vous imaginez bien qu'Alexandre, il ne va pas aller voir tous les clients de la planète pour leur expliquer la même chose. Et il y en a plein qui ne voudront pas comprendre. Donc j'ai une croyance, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre les croyances? Rien. Vous pouvez juste les accepter. Ensuite, il y a des problèmes de perception, des distorsions de perception et des facteurs situationnels. C'est très simple. Les distorsions, c'est... Il y en a un d'entre vous dans la salle, là, maintenant, sur son portable, qui vient d'être prévenu qu'il a un contrôle fiscal. C'est une blague, hein. Si c'est vrai, c'est pas de bol, mais bon, je suis pour rien. Hein. S'il vient d'apprendre qu'il a un contrôle fiscal, je l'ai perdu, terminé. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire cet après-midi va glisser sur lui et n'aura zéro impact. Distorsion de perception, c'est que la façon dont il perçoit cette conférence va être complètement annihilée par le fait qu'il ait un contrôle fiscal. Donc, son attention va être sur le contrôle fiscal. Et donc, quand on va lui demander alors, c'était bien la réunion Alliance, etc., c'était super, non, c'était nul. Alexandre nous a parlé pendant des heures de chiffres, de machin. Puis là, l'après-midi, on a vu un mec, j'ai rien compris, il nous parlait de pipe, machin, j'ai absolument rien compris. C'était nul, n'y va pas. Il a vu la même chose que vous, il a vu la même prestation, sauf que sa perception a été distordue par un problème qu'il a eu à titre personnel. Dans l'hôtellerie, c'est très simple. Quand vous avez un couple qui arrive à la réception, ils se font la gueule. Bon, ils se sont engueulés parce qu'ils n'ont pas trouvé à se garer ou je sais pas quoi. Vous pouvez être sûr à 80% des cas qu'ils vont vous mettre une mauvaise note sur TripAdvisor. Parce qu'ils vont passer un mauvais séjour. Pas parce que mon hôtel n'est pas bien, parce qu'eux ne se sont pas entendus sur la destination, sur le choix de l'hôtel, sur je sais pas quoi. Et donc vous allez avoir une distorsion de perception. Qu'est-ce que vous y pouvez? Rien. Donc vous n'avez pas le choix. Distorsion de perception chez vous, elle est énorme, puisque quand je vous appelle, je suis en panique. J'ai un sinistre. Rien que le mot sinistre, ça me fait flipper, quoi. Donc j'ai un sinistre, j'ai un problème avec mon entreprise, avec mes proches, avec ma voiture. Donc je suis déjà dans une distorsion de perception de la façon dont vous allez me répondre. Et si vous n'êtes pas synchronisé avec moi, ça va mal se passer. Et le dernier point, c'est les facteurs situationnels.
Bon, chez moi, c'est simple, c'est la météo. Je suis climato-dépendant, un petit peu comme vous d'ailleurs, mais pas dans le même sens quand même, pas avec le même impact. En tout cas, pour vous, c'est plus grave que chez moi. S'il fait pas beau, les gens sont pas contents. S'il fait beau, les gens sont contents. Voilà. Donc à Orléans, quand ils viennent pour le week-end, il fait super beau, ils vont se balader au bord de la Loire et c'est génial. Et l'hôtel est top. Il pleut pendant 2 jours. Je m'en prends plein la tronche sur TripAdvisor en disant que c'était nul. Bon, l'hôtel est oui, c'est gris. Bah oui, il fait gris, mais qu'est-ce que j'y fasse? Moi, je suis pas météorologue, donc je peux pas prévoir que la perception du client va être distordue. Donc, vous avez 2 choix. Soit vous êtes très fort, vous avez beaucoup de temps et vous essayez de changer ça, j'y suis pas arrivé, soit vous vous concentrez là-dessus, parce que ça, vous pouvez le changer. Votre promesse et votre preuve de promesse, vous pouvez les changer. Et comment vous les changez? C'est facile, vous allez descendre les attentes et augmenter la perception du service délivré. Vous allez promettre moins et vous allez délivrer plus. Promettre moins, délivrer plus. C'est simple comme bonjour à dire, pas facile à faire, et vous allez distordre la perception du client en promettant moins et en délivrant plus. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Évidemment, les pneus crevés, promettre moins, délivrer plus. Non, monsieur Gauthier, c'est pas dans votre contrat. Et purée, ça, c'est jamais de sinistre, c'est pas possible. Vous me dites que si j'avais un accident, vous me rembourseriez, alors que là, c'est des vandales, machin, je peux rembourser. Bah oui, monsieur, mais c'est le contrat, c'est comme ça. Mais je vais voir ce que je peux faire. Promettre moins, délivrer plus. Et l'assureur me rappelle quelques jours plus tard, monsieur Gauthier, on vous rembourse. On prend dans la fameuse caisse noire, bref. On vous rembourse. Promettre moins, délivrer plus. Et je suis un client enchanté. Il savait déjà, en me parlant au téléphone, qu'il allait me rembourser. Il le savait déjà. Donc promettre moins, délivrer plus. On va aller chez Air France, tiens. Quel est le premier problème d'insatisfaction chez Air France? Alors, pas les grèves, mais les retards. Ponctualité. Ça fait 30 ans que ça dure. Ponctualité, les gens se plaignent, l'avion est en retard, gna 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 gna. Ils ont réglé le problème en 6 mois. Ils n'ont absolument pas changé leurs opérations, ils ont simplement fait quelque chose de magique. Ils ont changé les attentes qu'on avait de la durée de vol. Ils ont fait un Paris-Toulouse, tu pars à 20h, tu arrives à 22h. Toi, tu n'es pas pilote, t'en sais rien. Paris-Toulouse, c'est 1h20 de vol à peu près. Mais ils t'ont dit maintenant un nouvel horaire, 20h, 22h. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu t'attends à faire 20h, 22h. Donc, tu prépares ton voyage pour être à 20h, la sécurité, etc. Tu arrives à 22h à Toulouse, taxi, hôtel, 23h, tu es dans ton lit, tout va bien. Et donc, tu te fais ton schéma mental de cette façon-là. Donc, voilà tes attentes. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est processisé chez Air France. Le capitaine, un quart d'heure avant d'atterrir, vous dit, mesdames, messieurs, j'ai une super nouvelle, on a un quart d'heure d'avance sur l'horaire prévu. Et là, tu te dis, mais Air France, champion du monde, vous êtes des génies. Mais en fait, le mec, il a un quart d'heure de retard, puisque c'est une heure et quart de vol. Ils ont simplement changé les horaires, ils ont changé donc vos attentes. Et en changeant vos attentes, et en promettant moins et en délivrant plus, ils ont réglé 80% des plaintes liées à la ponctualité. 80% des plaintes. Ils ont juste changé les horaires. Et ils ont processisé et formé les pilotes pour qu'ils annoncent qu'à chaque fois, ils ont un quart d'heure d'avance. Alors, quand ils n'ont pas un quart d'heure d'avance, ça veut dire qu'ils ont vraiment du retard, pour le coup. Mais ça, vous n'en savez rien, vous n'êtes pas pilote, vous ne savez pas. Changez la promesse, promettez moins, délivrez plus. Si je mets dans mon hôtel, j'avais des vélos gratuits pour mes clients. Tiens, entre parenthèses, vélos gratuits pour les clients, comment je les assure, mes clients? Eh bien, là aussi, François et Nicolas de Guéret chez Gruau m'ont dit, vous inquiétez pas, si vous prêtez des vélos, faites signer une décharge et nous, on assure les clients qui montent sur le vélo. Si vous rentrez dans mon monde, si vous vous mettez à ma place d'hôtelier, si vous comprenez ce que je vous dis, si vous avez le même problème, mais je suis fidèle à vie pour vous. Et vous pouvez m'augmenter votre police d'assurance de 20%, je m'en fous. Parce que tu rentres dans mon monde. Il y a 3 choses pour enchanter un client. Mais il n'est pas là, j'en profite. Vous ne direz pas de m'augmenter de 20%. Il y a 3 choses pour enchanter un client. La première chose, c'est la surprise. Si tu me surprends, je serai enchanté. La deuxième chose, c'est rentre dans mon monde. Viens voir ce qui se passe dans mon monde d'hôtelier à moi. Et la troisième chose, c'est rendre les choses faciles. C'est la joie. Est-ce que c'est facile de bosser avec vous? Est-ce que c'est facile de vous envoyer un mail et d'y répondre? Est-ce que c'est facile d'obtenir mon remboursement et d'être indemnisé? Est-ce que c'est facile de signer un contrat? Est-ce que c'est facile de vous joindre? Est-ce que c'est facile de communiquer avec vous? Est-ce que c'est facile? Parce que si c'est facile de bosser avec vous, je suis prêt à payer plus cher. Donc, surprenez-moi, rentrez dans mon monde et rendez-moi les choses faciles. Dans l'hôtellerie, on vous surclasse. Si Alexandre vient chez moi, dans mon hôtel, dans mon futur hôtel peut-être, je vais le surclasser. C'est un process que j'ai formé chez moi avec mes réceptionnistes, c'est-à-dire que vous avez pris une chambre à 80 €, ben on va vous surclasser dans une chambre supérieure, mais on ne va pas le faire comme ça, on va le faire différemment. On va
vous faire sentir que c'est exceptionnel, que c'est une surprise, que vous nous y attendez pas. Donc on va dire, écoutez, monsieur Alexandre, j'ai pas l'habitude de faire ça, le patron n'est pas trop d'accord, mais j'ai envie de faire découvrir la chambre supérieure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, Alexandre est content. Il y a une chambre supérieure. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, si je suis malin ? Je lui envoie une petite demande d'avis tout de suite après son séjour. Il va dire, l'hôtel était plutôt bon, sympa, classique, voilà, c'est un hôtel, hein, c'est pas non plus, voilà. Par contre, Christine, à la réception, elle m'a surclassé et ça, j'ai apprécié. Promettre moins, délivrer plus. La question pour vous, elle est simple. C'était quand la dernière fois que vous avez surclassé un client ? C'était quand la dernière fois que vous lui avez donné quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat, qui était une surprise, qui était en décalage par rapport à ce que vous lui avez dit, qui était quelque chose de nouveau, qui était quelque chose qui l'a marqué et émotionnellement, qui lui a dit « Waouh, vous êtes des génies chez Alliance ». C'était quand la dernière fois que vous avez surclassé un client gratuitement ? Alors pas en lui envoyant une facture 10% plus chère qu'elle devait l'être, hein, une bonne surprise. Surclassez vos clients. Donnez-leur de la surprise, donnez-leur rentrer dans leur monde et donnez-leur des choses faciles à faire. Il faut que ce soit simple de bosser avec vous. Si c'est compliqué, je ne viens pas. Ensuite, on peut en faire une culture. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire. Alors c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus rentable. On peut faire une culture satisfaction client, et si vous voulez dans vos agences aller vers là, c'est possible. Vous avez des petites PME comme moi j'y suis allé, et c'est extrêmement profitable. On va travailler sur, on va regarder ce que fait une boîte qui fait tout bien dans le monde de l'enchantement client. C'est une boîte qui vend des chaussures sur Internet, donc c'est pas très original, c'est pas très foufou. Cette boîte, elle s'appelle Zappos, je ne sais pas si ça vous parle. Zappos, c'est une boîte américaine, et ils ont commencé à vendre des chaussures sur Internet dans les années 2000. Donc c'était l'une des premières startups à vendre des chaussures sur Internet. Alors ils faisaient du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils envoyaient, on commandait sur leur site, mais c'est Nike qui envoyait les chaussures aux clients. Bon, catastrophe annoncée, hein, au bout de 2 ans, la boîte tombe. Pourquoi ? Parce que le service client est nul et que quand Nike et Timberland envoient les chaussures, évidemment, ce n'est pas la bonne adresse, ce n'est pas la bonne taille, ce n'est pas le bon délai, etc., etc. Et les gens se plaignent auprès de Zappos en disant « je ne comprends pas, j'ai commandé » et c'est toujours pas arrivé. Donc Zappos, au bout de 2 ans, le CEO dit « on arrête tout, on arrête de vendre des chaussures, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre du bonheur ». Ah, d'accord, donc il y a peu de gens qui l'ont suivi quand même, hein, parce qu'ils l'ont tous pris pour un taré. Vendre du bonheur en vendant des chaussures. Alors d'abord, on va résoudre de façon extraordinaire les 3 problèmes que j'ai quand j'achète des chaussures en ligne. Pensez problème, pas produit. Donc c'est quoi les 3 problèmes quand j'achète des chaussures en ligne ? La taille, l'essayage. Donc tout ça, il faut une politique de retour qui soit généreuse, que je puisse renvoyer facilement mes chaussures pour qu'on puisse me les changer, parce que ce soit la bonne taille, etc. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, disponibilité. Donc on veut aussi le delivery, c'est-à-dire je le veux demain. Moi, je les veux rapidement, je veux les mettre, etc., etc. Et troisième problème, non, le prix n'est pas un sujet, parce que une paire de Nike, c'est une paire de Nike, donc c'est à peu près le même prix partout. Troisième sujet, c'est la gangrène des sites internet e-commerce, c'est comment les joindre. Vous avez vu avec quelle ingéniosité ils planquent leur numéro de téléphone pour les joindre. Alors vous avez les FAQ. C'est bien les FAQ, vous en avez des FAQ, j'imagine aussi vous. Mais il n'y a jamais ma question. Je sais pas vous, mais moi, il n'y a jamais ma question dans les FAQ. Il y a la question des autres, il y a la réponse des autres, mais il n'y a jamais ma question. Donc les FAQ ne me servent à rien. Alors après, il y a un chatbot. Bon, on va régler le problème du chatbot, hein. Ça ne marche pas, on est d'accord ? Le chatbot, ça ne marche pas parce que c'est une machine et après c'est un humain, mais si c'est un humain, autant faire ça sur WhatsApp, c'est quand même plus sympa que via un chatbot. Et puis après, il y a le numéro de téléphone bien planqué, bien planqué. Alors je me suis toujours demandé pourquoi les sites d'e-commerce planquaient un numéro de téléphone, à votre avis ? Pourquoi tous ces gens-là planquent leur... Mais c'est pareil chez Engie, chez Orange, hein. C'est compliqué pour les joindre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne. Oui, parce qu'il n'y a personne, c'est emmerdant. Mais surtout parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Moi, je me suis toujours interrogé chez Orange, par exemple, je ne vais pas être méchant, mais pourquoi c'est si compliqué d'avoir un bon service au téléphone ? Et en fait, quand vous réfléchissez bien, vous voyez que les dirigeants d'Orange sont des mecs qui sont bien câblés, quoi. C'est des grandes écoles, c'est des mecs qui sont intelligents. On leur confie des boîtes qui font 150 000 collaborateurs, 15 milliards de chiffre d'affaires. C'est des gens où ça tourne un peu vite, quoi. Et ces gens-là ne comprennent pas qu'ils massacrent leurs clients avec leur call center. Pourquoi ? En fait, quand on leur donne la boîte, on leur dit, voilà, vous êtes un bon gestionnaire de boîte, donc vous devez augmenter le chiffre d'affaires et la marge, ce qui est somme toute assez normal, mais vous devez diminuer les coûts. Normal. Si je diminue mes coûts, j'augmente le chiffre d'affaires, je vais gagner plus d'argent. Donc ils regardent ce qu'il y a dans les coûts, puis ils voient call center. Oh putain, ça coûte une blinde. Bon, on va le mettre au Maroc. Bijoux, monsieur Gauthier.
Mon nom est Philippe. Non, tu t'appelles pas Philippe, non. Ça me fait plaisir, oui, moi aussi, mais ma box, elle ne marche pas. Donc on est au Maroc, ça coûte moins cher. Alors chez Best Western, on a fait mieux, comme ça coûtait trop cher, on l'a mis aux Philippines. Aux Philippines, c'est moins cher parce que les gens ne parlent pas l'anglais. Donc on a appris à des gens qui ne parlaient pas l'anglais à répondre en phonétique à des choses qu'elles ne comprenaient pas, de clients qui les appelaient. On ne comprenait pas ce qu'elles leur disaient et ce qu'elles comprenaient. Ah, c'est pas cher, hein? Alors là, tu as touché le fond. Hein. Donc tant que tu considères que le call center est un coût, ça va t'emmener très bas. Si tu considères que c'est un investissement, là, c'est différent. Chez Zappos, on a considéré que le call center est un investissement. Un investissement dans la relation client. La capacité à pouvoir répondre aux clients en 3 sonneries, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça coûte une fortune, mais c'est un investissement de la relation client. Et donc, on change, si on dit à ces grands dirigeants que le call center est un investissement à la relation client et que finalement, ce sont des efforts marketing pour faire en sorte que vos clients soient satisfaits et restent avec vous et soient vos ambassadeurs, bah, ça change la physionomie. C'est très dur à faire comme choix, mais c'est ce qu'a fait Zappos comme choix. Donc, il a réglé les 3 problèmes de façon extraordinaire. Le premier problème, c'est la livraison. Il vous livre en 48 heures partout aux US. Promettre moins, délivrer plus. Dans 90%, il vous livre en 24 heures. Vous commandez une paire de chaussures à New York, à minuit heure de New York, vous allez le lendemain matin devant votre porte. Et vous faites « Waouh, Zappos, vous êtes des génies ». 2, le retour. En France, la politique de retour, c'est combien? Un e-commerçant, il a combien de temps pour reprendre la marchandise? Alors 14 jours, c'est l'ancienne loi. Il y a une nouvelle loi, c'est 30 jours maintenant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. 30 jours, il est obligé de vous reprendre le produit. Chez Zappos, c'est 365 jours. Tu peux porter tes chaussures pendant 6 mois, les remettre dans la boîte d'origine, les renvoyer, on te les rembourse ou on te les échange gratuitement. 365 jours. C'est pareil chez Decathlon. Hein. Chez Decathlon, tu achètes un paddle au début de l'été, tu en fais 4-5 fois, ça te gonfle, tu le ramènes au mois de septembre, il te le rembourse intégralement. Chez Decathlon, le patron de Decathlon Belgique, que je connais, parce que j'ai fait des interventions là-bas, il me dit « Mais Stéphane, moi j'ai donné mieux comme consigne. J'ai dit à mes clients, j'ai dit à mes collaborateurs, si le client arrive pour retourner ses chaussures, il n'a pas son ticket de caisse. Vous prenez. Si le client qui revient avec ses chaussures sort un ticket de caisse et il s'aperçoit que c'est Intersport, bah vous prenez quand même. Vous dites, venez avec moi. Venez dans le rayon, je suis ici la paire qui vous fait plaisir. Donc le gars n'a pas assez de chaussures chez vous et vous lui remboursez. Et vous lui échangez gratuitement. Alors, soit c'est des dingues, soit c'est des génies. Je vais plutôt mettre une case dans la case génie. Pourquoi? Parce que le coût d'acquisition de ce client, c'est 10 $. C'est le prix de fabrication d'une chaussure chez Decathlon. Coût d'acquisition 10 $. Trouvez-moi un client fidèle à vie, qui vient de chez le concurrent, qui reste chez vous pour 10 €. Ben, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas moins cher que ce coût d'acquisition. Donc finalement, ils ne sont pas dingues, ils sont rentables, ils gagnent de l'argent. Mais un coût d'acquisition, vous avez transformé un client d'un concurrent en client fidèle pour 10 ans. Imaginez quand le gars rentre chez lui et qu'il raconte à sa femme, à ses copains, à ses machins, tu sais pas ce qui m'est arrivé chez Decathlon? C'est des génies. Je n'avais pas acheté ces œufs, ils m'ont quand même remboursé. Je suis client à vie, terminé. 10 € le coût d'acquisition d'un client pour la vie. Et qui va vous faire de la pub sur Internet le lendemain. Troisième chose chez Zappos, c'est le call center, je viens d'en parler. Quand vous appelez Zappos, voilà ce qu'on vous dit, bonjour, mon nom est Stéphane. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, mais je ne raccrocherai pas tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Essayez chez Orange la prochaine fois. Chiche. Pour voir ce qu'ils disent. Je ne raccrocherai pas tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Ça veut dire que c'est exactement l'inverse de la façon dont sont gérés les call centers en Europe ou en France, où on va payer les gens à prendre un maximum d'appels en un minimum de temps, puisqu'il ne faut pas faire attendre les gens. Là, le champion du mois, il est resté 10 heures au téléphone pour une paire de chaussures. Ne me demandez pas ce qu'ils se sont racontés, j'en sais rien. Vous allez voir sur YouTube, il y a son histoire. Il raconte pourquoi il est resté autant de temps, etc. Mais c'est lui qu'on va récompenser parce que tu as resté 10 heures au téléphone avec une paire de chaussures. Ces gens-là, au call center, ils ont un crédit illimité pour délivrer du bonheur. Ils peuvent offrir des chaussures, des fleurs, des chocolats, des places de baseball, des Uber, des pizzas, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que le seul objectif, c'est que la personne raccroche en disant « Waouh, Zappos, vous êtes des dieux, vous êtes des génies. Je vais vous faire une publicité sur Internet comme vous n'avez jamais vu. » Zappos ne dépense pas un centime en marketing. Tout le marketing, c'est l'expérience client. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de promotion, il n'y a jamais de solde chez Zappos. Les chaussures sont toujours plus chères qu'ailleurs et ils en vendent plus qu'Amazon. Et ils gagnent plus d'argent qu'Amazon. Pas parce que les gens achètent les chaussures, les gens achètent du service client, les gens achètent de l'enchantement, les gens achètent du bonheur chez Zappos. Et quand ils souhaiteraient même presque qu'il y ait un problème pour avoir une expérience aussi émotionnelle avec les clients, avec les interlocuteurs de chez Zappos. Alors comment ils font ça? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est radical
Et c'est complexe. Par contre, on peut prendre des petits bouts dans vos entreprises pour pouvoir arriver. La première chose à faire, et ça, ce n'est pas nouveau pour vous, c'est de s'occuper de ses collaborateurs. Il n'y a pas 36 millions de façons de prendre le problème de l'enchantement client. C'est lié à l'enchantement collaborateur. Pourquoi j'ai appelé cette conférence « Enchantez vos clients ou vos collaborateurs ou disparaissez » Parce que c'est les deux, c'est l'un et l'autre. Des collaborateurs épanouis, heureux, satisfaits feront des clients enchantés. Ça ne marche que comme ça. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Vous pouvez essayer de dire que ce n'est pas vrai, c'est cliniquement prouvé, ça a été théorisé par l'Académie du service. Vous allez voir sur Internet, il y a une tas de littérature sur le sujet. La symétrie des attentions, c'est ce qui se passe dans notre tête. Pour vous la faire courte, quand je tiens la porte, quand je sors du métro, quand je tiens la porte à la personne derrière moi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tient la porte. On est câblé comme ça. C'est pas conscient, c'est inconscient. Quand tu me fais du bien, je fais du bien à mon tour à l'autre. C'est comme ça qu'on est câblé. Malheureusement, ça marche dans l'autre sens aussi. Donc la symétrie d'attention, c'est que si tu prends soin de tes collaborateurs, vraiment, au quotidien, ils prendront soin de tes clients. À l'inverse, si tu les maltraites, ils maltraiteront tes clients. Donc la première chose à faire, c'est de s'occuper de ses collaborateurs. Les collaborateurs en premier, les clients après. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de support client. Le meilleur des supports clients, c'est qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, non, tout va pas bien, parce qu'il y a forcément des petites choses qui ne dépendent pas de vous, qui font que ça met un peu de sable dans le truc. Le meilleur des supports clients, c'est qu'il n'y en a pas. Ça veut dire quoi ? C'est tout le monde qui règle le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe des clients. Vous êtes tous support clients. Tous. Que ce soit dans le réseau, au siège, à l'informatique, au marketing, à l'indemnisation, au calcul de je ne sais pas quoi. Enfin bref, tous les collaborateurs d'Alliance, tout le monde doit penser client. Tout le monde. À Berlin ou ailleurs, ou à Munich, je ne sais plus où. Bref, vous devez penser client tout le temps. Ces boîtes-là, et le PDG en premier pense client tout le temps. J'ai travaillé pour une boîte, ce sont des bailleurs sociaux, c'est la CDC Habitat. C'est un gros machin de l'État, ils ont plein d'immeubles. Enfin bref, c'est des fonds qui font logement social. Et je suis interrogé les gens du service informatique. Et la question que je leur pose à tous, c'est qui est votre client ? Ils m'ont dit, je ne sais pas. Ils ne savent pas qui est leur client. Même le client interne, le client, ils ne savent. Alors quand vous ne savez pas qui est votre client, c'est embêtant. D'accord ? Alors, parce qu'il faut savoir qui c'est et quels sont ses besoins pour le satisfaire. Vous devez penser client, quel que soit le job que vous avez dans l'entreprise, mais vous êtes évidemment au quotidien avec vos clients, donc vous savez comment penser client. Donc, il n'y a pas de service client, tout le monde est au service du client. Ensuite, vous avez l'opportunité, dans votre parcours client, dans vos interactions, de pouvoir enchanter ou limiter les irritants. J'ai fait un parcours client tout bête, accueil, tiens, on a parlé du téléphone, du mail, etc. Accueil physique, alors tiens, téléphone, mail, c'est intéressant. Vous avez tous sur vos sites internet des demandes de contact. Alors peut-être que c'est ces fameux leads qui remontent, j'en sais rien, peu importe. Mais on avait fait une étude en France où il y avait 1000 sites internet qui ont été étudiés pour savoir où allait la demande de contact. Vous savez, quand vous mettez votre nom et votre prénom. Sur les 1000 sites internet, il y en a 50%, ils ne savent pas où elle va. On ne sait pas où est. Donc il y a quelqu'un qui vient, qui dit « contactez-moi » et en fait, il n'est jamais contacté parce qu'on ne sait même pas où ça va. Et dans 50% des cas, 25% des cas, c'est répondu dans les 48 heures et 25% des cas, ça arrive sur le mail de la personne à l'accueil, peut-être en boîte spam. Bon, autant vous dire que c'est mort. Donc en fait, rien que la prise de contact avec vous, comment je rentre en contact avec vous, on parlait tout à l'heure d'être joignable, évidemment la joignabilité fait partie intégrante de l'enchantement. L'accueil physique, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive chez vous ? Je sais pas, vous m'offrez un café, moi chez le coiffeur on m'offre un café, donc j'espère qu'au moins chez vous on m'offre un café. Les conseils, un non c'est de la marge, un oui c'est du chiffre d'affaires. Je vais raconter une histoire vraie avec Gruau. J'ai pas toutes mes assurances chez vous, j'en ai ailleurs, j'en ai à la Maïf, puisque ma femme est fille de prof. Je me fais virer de la Maïf pour mon contrat auto parce que mon fils déconne. Mon fils vient d'avoir le permis et boum, boum, boum. Bon, la tôle, il y en a 3, 4, 5 qui ne déclarent pas. Bref, la Maïf m'appelle, M. Gauthier, dehors. Bon, je n'étais pas content. Mais elle ne me dit pas votre fils dehors, elle me dit vous dehors. Donc moi et mon fils dehors avec les voitures. Donc je me retrouve sans assurance avec effectivement une assez mauvaise image. Donc Gruau me récupère la voiture, me dit on va s'arranger, vous inquiétez pas, donc je vais vous trouver une solution. Lui me trouve une solution pour mon fils et pour moi, donc c'est génial. Et puis une fois qu'on a sympathisé, il me dit il y a l'habitation, M. Gauthier. Le MRH, c'est comme ça que ça s'appelle chez vous. Il y a l'habitation, M. Gauthier. Vous avez une maison. Je dis oui, mais non. Je lui dis oui, écoutez, franchement, je suis à la Maïf, vous pouvez faire mieux ou pas ? Et là, il me dit texto, non, M. Gauthier, restez à la Maïf. Et ça, j'ai adoré.
J'ai adoré, pourquoi? Parce qu'en quelques secondes, il avait gagné toute ma confiance. En quelques secondes, il pouvait me vendre n'importe quel produit avec 20% plus de marge, je l'aurais acheté. Un non, c'est de la marge. Un oui, c'est du chiffre d'affaires. Dites-moi non. Dites-moi non, c'est pas possible. Dites-moi non, restez chez mon concurrent, parce que je ferai pas mieux. Lui, il allait se décarcasser pour essayer de tirer le prix, le machin, le truc, et on va arriver avec quelques euros de près. Qu'est-ce que je vais changer, moi, avec la Maïf? Je suis très bien, parce qu'ils sont très bons. En tout cas, sur cette prestation. Donc, il n'a pas perdu de temps. Il a gagné ma confiance pour la vie. Est-ce que j'aurais hésité à changer d'assurance après le Covid? Non. J'aurais pu changer d'assurance, parce que ce n'était pas forcément la réponse que j'attendais. Mais je suis resté. Et non seulement je suis resté, je vais vous raconter encore un truc encore plus fort. C'est que je l'ai recommandé. Quand j'ai vendu mon hôtel à une personne qui savait tout. Une chieuse, pardon, excusez-moi, mais bref. Alors, des fois, quand vous venez votre boîte, ça se passe bien. Mais alors, je pense que dans 90% des cas, ça se passe pas bien. Moi, ça s'est pas très bien passé. Et donc, évidemment, elle remet en cause tout ce que vous avez fait. Oui, mais là, le contrat, on peut le dénoncer. Mais là, vous êtes assuré chez qui, Allianz? Ouais, moi, je pourrais faire mieux, machin, etc. Et elle n'a pas fait mieux. Parce que Allianz l'a rappelé, lui a expliqué, elle a comparé les contrats, elle a dit, mais mince, en fait, vous êtes meilleur que les concurrents. Et moi, je lui ai dit, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans l'hôtel, vous pouvez changer le Wi-Fi, vous pouvez changer tous les fournisseurs. Mais alors, s'il y a une connerie que vous allez faire, c'est de changer Allianz. Restez chez eux, quoi. Le contrat que vous avez, il est imbattable. Les gars sont géniaux. J'ai eu plein de sinistres, plein de problèmes de plomberie, machin, etc. Enfin, plein. Non, mais beaucoup pour moi. J'ai eu pas mal de sinistres. C'est un vieux bâtiment, donc des fois, il y a des fuites. J'ai eu pas mal de sinistres. Non, mais il s'en plaint pas. S'il était là, il vous dirait que je suis un bon client. J'ai eu pas mal de sinistres avec lui. Réactif, sympa, arrangeant, résolution de problème, etc. Et donc, j'ai convaincu la personne qui rachète mon hôtel de garder Allianz. Et elle l'a gardé. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça, que simplement bâtir la confiance au fil du parcours client. Les devis que vous allez me faire, évidemment, promettre moins, délivrer plus, la livraison de ce que vous allez me donner, et le service après-vente, bien sûr, c'est quand je vous appelle, quand j'ai un sinistre, c'est là qu'on vous attend, vous le savez. Vous recevez de l'angoisse, vous délivrez la confiance. Donc, vous savez que ce moment de vérité, il est extrêmement fort. Et moi, je suis dans un état émotionnel irrationnel. Donc, ma perception, elle est distordue. Donc, vous devez me rassurer, vous devez m'aider. Vous inquiétez pas, M. Gauthier, on va s'en occuper. Vous inquiétez pas. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on va s'en occuper. Vous serez indemnisé en temps, en heure, selon votre contrat. Je vais faire le maximum pour vous aider. Et si vous faites ça, finalement, vous vendez, peu importe votre métier, mais si vous regardez tous ces adjectifs, c'est ce que vous faites. C'est ça, le cœur de votre métier. Vous devez être réactif. Oui, parce qu'encore une fois, une fuite d'eau, c'est le dimanche matin. Vous devez être compétent. Je ne lirai pas vos contrats, jamais. Jamais je lirai vos contrats. Je vous fais confiance. Donc, vous devez être compétent dans ce que vous me proposez et vous devez comprendre mon monde pour pouvoir le proposer. Vous devez être simple. Si c'est compliqué pour déclarer un sinistre, c'est mort. Vous devez être sympa, parce que j'ai envie de faire affaire avec mon assureur, sympa. Vous devez avoir le sens du service. Vous devez être responsable de vos conneries. Ce n'est pas la faute de la compagnie. Vous êtes Allianz pour moi. C'est comme chez Best Western, c'était que des franchisés. Quand je croisais un client qui m'envoyait une lettre pour me dire « Vous êtes une truffe, votre hôtel de Clermont-Ferrand, il est nul », je n'allais pas lui expliquer « C'est pas mon hôtel, c'est un franchisé, vous comprenez ?» Non, c'est Allianz. Moi, je vois qu'Allianz. Agents généraux, pas agents généraux, salariés, pas salariés, mandataires, j'y comprends rien. Je vois un assureur qui s'appelle Allianz et vous répondez donc quand vous me dites c'est pas moi, c'est la compagnie, j'ai dit si, c'est vous, vous êtes marqué Allianz sur votre truc, donc vous la compagnie, oui mais je suis agent général, on s'en fout. Vous n'allez pas commencer à m'expliquer ce que vous êtes, comment ça fonctionne. Je vais vous faire confiance à vous parce que je fais confiance à Allianz. Ce que vous délivrez, c'est la disponibilité. Vous devez être disponible tout le temps parce qu'un sinistre, ça arrive rarement le lundi matin à 10h. Vous devez être proche de vos clients, mais ça, vous savez le faire parce que vous êtes dans les régions. Et puis, ils vont vous demander, vos clients, de l'éthique. On en parlait ce matin avec les pare-brises, de la transparence et de l'engagement. Ils vont vous demander de vous engager pour la planète. Parce qu'elle commence à vous coûter cher, la planète, avec les 10 milliards. Donc, ils vont vous demander, vous, qu'est-ce que vous faites pour la planète? Et est-ce que je vais choisir un assureur qui est plus proche des citoyens de cette planète ou pas? Et donc, évidemment, il va falloir leur démontrer ça. Et enfin, pourquoi je dis que le marketing est mort? Pourquoi je pense qu'il va y avoir, dans les années qui arrivent, un switch fort et qu'il y a des entreprises qui vont comprendre, d'autres qui vont subir? Parce que quand je regarde, par exemple, des marques comme Harley-Davidson, alors j'ai regardé sur Internet pour avoir une photo de tatouage. Alors là, quand je vois le nombre de grands malades sur cette terre qui se fait tatouer le logo Harley-Davidson à des endroits improbables,
je me dis, il y a quand même un truc que j'ai raté. Alors j'espère qu'il n'y en a pas d'entre vous, sinon je vais me faire attraper à la sortie. Mais voilà, c'est incroyable. Les gens sont amoureux des marques, en fait, hein, donc ils se les tatouent. Mes chers Davidson, vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent, il n'y a jamais de promotion, il n'y a jamais de porte ouverte, il n'y a pas de commercial. Vous pouvez attendre votre moto pendant 1 an, ça pose aucun problème. Il n'y a jamais de publicité à la télé, jamais. Donc il y a 0 investissement en termes marketing. Les meilleurs commerciaux des Harley, c'est les propriétaires des Harley. C'est comme les Tesla. Hein, quand quelqu'un a un Tesla, tu manges avec lui, en fait, il veut te la vendre, la Tesla. C'est le meilleur commercial du monde de Tesla. Il dit, mais c'est génial. Enfin, tu dis, ouais, t'es payé ou quoi par Tesla, peu importe. Bref. Donc, mesdames, messieurs, le jour où vos clients se tatoueront le logo Alliance sur le bras, ce jour-là, vous n'avez plus besoin de moi ni de personne. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir. Et pour les tatouages, oui, c'est facultatif. Hein, oui, un aigle sur le dos. Merci beaucoup. Je vous laisse digérer 2 secondes. Et puis, est-ce que vous souhaitez... je pense qu'on a encore quelques minutes, si problème, tu es disponible. Est-ce que vous souhaitez poser 1 ou 2 questions à Stéphane pour bénéficier de son expertise, de sa vision et réagir à son intervention? N'hésitez pas. Oui, allez-y. Non, ça on fait pas, ça se fait pas. En déontologie, là c'est moi qui dois intervenir. Mais j'ai bien vu le clin d'œil. Mais la réponse est non, parce que je suis bien avec eux. Je vous en prie. Tout à l'heure, ce qu'on ressent en tous les cas, c'est que dans le domaine de l'assurance, on est aussi quand même dans un domaine multiconcurrentiel. Il y a très très forte concurrence. Ouais. On a la concurrence des mutuelles directes, la concurrence des banques, la concurrence de... c'est inouï le nombre de concurrents qu'on a. Comment vous voyez ça par rapport à cette situation, par rapport éventuellement un peu à l'assurance directe ou par rapport effectivement à des gens qui arrivent peut-être à créer des sites comme ça? Comment vous ressentez la chose par rapport à ça? Pour moi, la clé, c'est la confiance que feront vos clients, que vous feront vos clients, grâce à la capacité que vous avez eue de les enchanter pour qu'ils soient fidèles à vie. En fait, vous êtes comme moi. Vous ne changez pas de fournisseur parce que pour aucune raison. Si vous avez toutes les raisons de rester chez un prestataire, si vous avez toutes les raisons de le recommander, moi, je suis prêt à recommander l'agent, pas Alliance, je suis prêt à recommander l'agent Gruau à Guéret, pas Alliance. Hein. Je suis prêt à les recommander eux parce que je les connais. Et que si on me dit, un copain hôtelier me dit où est-ce que je dois m'assurer, je dis tu vas chez eux. Je vais vous faire une confidence, je les ai jamais rencontrés en 10 ans. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Ça, je me faisais une joie de les voir aujourd'hui, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. On sait toujours au téléphone. Malgré le fait qu'on ne s'est jamais vu, j'avais confiance. Donc, ils ont su bâtir avec moi cette confiance. Donc, le meilleur bouclier anti-concurrentiel ou anti-disruption, c'est la capacité à enchanter vos clients, à être sincères, authentiques, directs et de résoudre leurs problèmes. Et de ne pas trouver d'échappatoire, de ne pas justifier parce qu'on n'y arrive pas, d'être vraiment des commerçants que vous êtes, hein, d'être vraiment des commerçants authentiques. Et encore une fois, quand ce n'est pas possible, il faut le dire. Quand c'est non, assure-toi pas chez moi, ça va te coûter trop cher, reste ailleurs, il faut le dire. C'est ça qui est compliqué, parce qu'on se dit que promettre moins, délivrer plus, on me dit souvent, oui, mais Stéphane, il faut qu'on soit un peu sexy quand même, parce que si on promet moins et que le concurrent promet plus et qu'il délivre moins, oui, mais faites confiance à vos clients. Et après, derrière, il va falloir chercher évidemment la parole du client pour qu'il vous dise sur Google que vous êtes des stars. Et ça va jouer, ça va compter, ça va marcher. Et c'est cette longévité-là que personne ne pourra vous acheter. Personne ne viendra vous disrupter si vous avez cette capacité à faire de vos clients, de chacun de vos clients, des ambassadeurs qui sont solidement attachés à votre produit et à votre marque parce que vous les avez sortis de la panade et que vous avez fait une prestation hors du commun avec eux. Parce que vous avez manipulé. On manipule, hein. Air France, ils nous manipulent. Bon, ben voilà, c'est parti du jeu. Mais le résultat des courses, c'est que je suis satisfait. Donc, il n'y a pas de risque si on applique à fond cette idée d'authenticité, de sincérité et de résolution de problèmes. Et si vos clients disent de vous, vous êtes des stars, ben, personne ne pourra vous détrôner, ça c'est sûr. Mais c'est que ma conviction, hein, c'est pas la vérité. C'est juste un rebond, hein. C'est sûr. Il y a beaucoup de concurrence dans l'assurance et les mutualistes sont finalement, pour moi, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, l'antidote à ce qui se passe dans notre trésorerie. Pourquoi ? Parce que les mutualistes, ils ont dit nous, on ne marche pas.
et c'est vrai qu'ils ne marchent pas, hein, ou peu. Ils sont obligés de redresser quand c'est vraiment dégueulasse, mais sinon, pas d'actionnaire. Et donc, on va tout redistribuer. Et au fond, c'est vous qui allez être propriétaire de cette assurance. Hein, c'est l'idée du syndic tout à l'heure. Hein. Un mutualiste, c'est ma terrain dans l'assurance. Voilà. Et ces mutualistes, ils sont arrivés dans les années 60. Donc ils ont complètement fait mal au marché. Parce que je rappelle que dans les années 60-70, les assureurs traditionnels avaient 80% de part de marché. Aujourd'hui, en yard, c'est 30-40% pour les agents, hein, 35%. Et puis le reste, il est au courtage et dans les mutuelles. Donc le marché, au fond, a déjà beaucoup basculé. Maintenant, attention, la prochaine génération, les Lemonade, les Luco, les Achille, les acteurs, il peut s'en trouver qui réussissent à faire des systèmes performants qui nous fassent mal. Moi, je pense qu'il faut se méfier et que le bon antidote, il a été donné. Ça peut arriver aussi d'aller sur Booking et ça m'est déjà arrivé d'appeler l'hôtel en direct. Oui. J'ai pas besoin que de l'avis Booking, j'ai aussi besoin d'avoir... Ça peut. Oui, sauf si vous réservez au Brésil, sur un site internet brésilien pas sécurisé, où vous ne mettez pas votre carte bancaire, et la Booking est un tiers de confiance. Pensez au tiers de confiance. Les gens ne vous croient plus. Les gens ne croient pas à Allianz, par contre, ils croient à Google. Ils croient les avis sur Google. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ou ils croient à Trustpilot, par exemple. Donc pour ça que les marques aujourd'hui, les Luco, par exemple, mettent en avant leurs services. Ils ne disent pas qu'ils sont les meilleurs. Ils disent simplement, j'ai 6000 clients qui me rate, enfin qui me notent à 4,5, 4,6. Et en fait, c'est comme les matelas, ça fait la différence. C'est les clients qui disent, allez-y. Parce que moi, je ne peux pas vous croire. Je ne peux pas croire à votre marketing, puisque, encore une fois, c'est forcément tronqué, puisque c'est des promesses que vous n'allez peut-être pas tenir. Donc faites confiance à vos clients. Vous avez encore une question avant de conclure? Oui. Oui. Vous qui connaissez bien la marque maintenant, quel est selon vous... Ah oui, je pose la question, monsieur, là. Ouais, parce qu'il la connaît bien aussi, mais... Merci, Adrien Beauregard, de j'ai bien préciser les compris que choses. Quels sont les 3 éléments indispensables dans mon agence pour avoir systématiquement un effet waouh avec un client qui raccroche ou qui s'est rendu chez moi? Je vais vous dire, simplicité. Est-ce que c'est simple de bosser avec vous ou pas? Quand je déclarais un sinistre chez mes amis là, à Guéret, j'envoyais un mail. Bon, c'était simple, c'était facile, c'était clair. Et j'avais une réponse dans la journée. Authenticité. Dites-moi la vérité. Voilà. Si je vais perdre de l'argent, il faut me le dire tout de suite. On parlait des pare-brises tout à l'heure et de cette histoire de clause où si c'est pas un garage agréé, etc. Ça doit être dit tout de suite. Je veux dire, enfin, je sais pas. Quand moi je vais signer mon contrat d'assurance avec vous, vous allez me dire tout est prévu. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut me dire. Il faut me dire voilà ce qui n'est pas prévu. Voilà, commencez par là. Si on vous crève vos pneus, c'est pas remboursé. Si vous faites réparer chez un garagiste indépendant qui n'est pas référencé, c'est plus 40%. Commencez par me dire ce qui ne me sera pas. Je sais que c'est contre-intuitif ce que je vous dis et que c'est bizarre, mais si vous me le dites en disant on va assurer, tout assurer sauf ça, c'est un contrat d'authenticité où je ne suis pas pris au dépourvu et finalement quand ça m'arrive, parce que quand ça m'arrive, vous allez pouvoir faire agir la caisse noire là, et donc vous allez pouvoir me dire c'est pas prévu au contrat et monsieur Gauthier on va s'arranger. Et ça, c'est l'effet wow garanti, parce que je suis en colère, parce que c'est pas dans mon contrat, mais vous allez m'arranger le coup. Je sais pas comment, et ça me regarde pas, vous allez m'arranger le coup. Donc, simplicité, authenticité, et puis convivialité. Moi, je comprends rien à votre métier. Je comprends rien à votre métier, parce que je suis pas assureur, j'y comprends rien. Tout ce que j'ai dit ce matin, j'y comprends pas grand-chose. Donc, simplifiez-moi les choses et dites-moi ce à quoi je vais m'attendre. Donc, soyez entre guillemets, pédagogue pour m'expliquer ce qui peut m'arriver ou pas. Mais ne me racontez pas d'histoire, ne me faites pas croire que vous êtes les meilleurs et que chez vous, ça va mieux se passer que chez AXA. C'est sûrement pas vrai. Par contre, puisque vous êtes plus simple, plus proche de moi et que vous allez m'expliquer ce qui peut m'arriver si jamais, là, je vais vous faire confiance. Et cette relation de confiance, c'est une relation de commerçant. Hein. Enfin, tous pareil. Hein. Il y a du commerce que s'il y a de la confiance. Et il y aura de la confiance que si vous êtes transparent avec moi. Et les assurances, comme les mutuelles, comme la banque, c'est pas très transparent, quoi. Il n'y a pas de transparence, donc il n'y a pas de confiance. Donc c'est compliqué d'avoir une relation. Vous avez cette proximité, vous êtes capable de le faire. Donc voilà ce que je répondrai. C'est tout simple. Hein.
Eh bien, je vous propose de remercier Stéphane encore pour Merci. sa prestation et ses réponses aux questions. C'était un grand plaisir. Alors, je vais conclure rapidement, et ça va être difficile après cette séquence, mais juste pour vous dire le plaisir que j'ai eu aujourd'hui d'échanger avec vous, avec beaucoup de vos questions. L'ensemble de ces échanges de ce matin fait du bien et important pour nous, pour capter tous vos retours, capter toutes vos idées, capter toutes les pistes d'amélioration, et on sait qu'il y en a beaucoup. J'ai apprécié aussi de prendre un moment différent cet après-midi, d'innover, de se laisser bousculer, de se laisser guider aussi, en se disant qu'au fond, la satisfaction client était absolument vitale, et que cette satisfaction, elle passait par des avis, par, au fond, le fait d'aller chercher chez nos collaborateurs, vos collaborateurs et nos clients, le plaisir, le sourire et l'envie de nous recommander. Tout cela, ça montre qu'au fond, on a en permanence le challenge de l'adaptation. Adaptation pour capter les clients. On l'a dit ce matin, il y a de plus en plus de ces clients, comme Stéphane, au fond, qui ne vous ont pas vu, qui vous ont jamais vu, mais qui rentrent par le téléphone portable, qui rentrent par Google, qui rentrent par les leads, qui rentrent par le portail d'Internet. Et ma première obsession, et je vous l'ai répété 2 fois, donc je vais le faire une 3e fois, c'est justement de ne pas laisser ces clients qui rentrent par leur téléphone dans la salle d'attente, de les traiter, de les rappeler rapidement, de transformer ces leads, d'écouter leurs besoins, de les accompagner, bref, d'en faire des clients, de les faire venir à l'agence chaque fois que c'est possible, d'injecter vos meilleurs collaborateurs et collaboratrices sur le travail de ces leads. Je le redis, c'est plus de 450 000 leads que l'on souhaite envoyer cette année. Ce chiffre va croître année après année. Je suis persuadé qu'il y aura de plus en plus de clients qui arriveront par là, et je suis persuadé qu'en les captant, on empêchera aussi à de nouveaux entrants de faire un business sur les gens qui recherchent sur Internet. Évidemment, le problème des leads, c'est la rapidité de rappel. Évidemment, le problème des leads, c'est l'accueil, la clarté du contrat. C'est l'ensemble des ingrédients qui ont été décrits cet après-midi. 2e obsession, le contact client. Et là, on ne s'était pas concerté avec Stéphane Gauthier, mais je suis persuadé que ce qui fait la différence dans votre modèle, c'est le contact client. Vous avez 2000 clients en moyenne, c'est le fait chaque année de les contacter au moins une fois, d'aller leur serrer la main, de les satisfaire, d'aller décrocher un sourire, de leur poser des questions sur leur situation, de savoir comment ils ont évolué, de savoir quelles sont leurs attentes. Pour les clients en portefeuille que vous ne pouvez pas voir physiquement, c'est de les appeler. Évidemment, vos clients aiment être appelés. Si tu veux garder tes clients, rappelle-les. Il faut sans arrêt se fixer pour objectif d'avoir au minimum un contact par an, soit physique, soit téléphonique, avec l'ensemble de vos clients. Et je sais que ce n'est pas facile, que le temps file, qu'il y a beaucoup de tâches administratives, mais ce point-là, c'est un point clé pour moi, parce qu'il génère la satisfaction, il génère la recommandation, il génère la fidélité, et il donne des opportunités de multi-équipement. Et quand je parle de multi-équipement, c'est ma 3e obsession, c'est la diversification. Je ne connais pas de métier qui soit durable si on met tous ses œufs dans le même panier. Diversifiez vos revenus, diversifions nos sources de chiffre d'affaires, en prévoyance, on a parlé de prévoyance, en protection juridique, en